Alors, bienvenue au Eric Zone Podcast. À travers ma carrière j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens très intéressants. Entre autres, la personne qui est devant moi, M. Mathieu. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Mathieu. Très formel. Ça va? Bah écoute, ça va très bien. Ouais, bon, excellent. Je sais pas trop par où commencer. En fait, j'aurais peut-être dû prendre le temps de faire un petit peu de recherche, mais je me disais qu'on se connaît un peu, fait qu'il n'y aurait pas vraiment de nécessité à ce que je fasse des fouilles archéologiques pour retrouver de l'information sur toi. Non, bah ma fiche Wikipédia n'a pas encore été mise à jour. Ah, ok, non, ils n'ont pas... Non, ils n'ont pas voulu l'accepter. Ouais, Par contre, je vais prendre un verre d'eau, c'est l'cycle. Bon, il n'y a pas de silice, il n'y a pas de danger, je pense pas. Mais c'est quoi Wikipédia? Ça prend quand même du temps pour faire certifier puis confirmer l'information là-dessus. Il faut qu'un administrateur bénévole de Wikipédia accepte la création de la page. Ils ont un cahier des charges assez restreint, assez précis, en disant qu'il faut que, le sujet de la page soit légitime et valable. Donc quelqu'un qui est random, qui n'est pas du tout connu, ça n'aura pas sa page. Mais si tu es une personnalité, si tu as une action, quelque chose de médiatique ou autre, là ça passe. Ok. Donc, il doit y avoir un genre de notoriété préalable à ce que la personne soit. C'est le mot, notoriété. Okay. Il faut qu'il y ait une notoriété, et puis elle est vérifiée, et toute information doit être sourcée, enfin, c'est assez précis. OK. Est-ce que, d'après toi, d'après ton expertise en tant que web designer et spécialiste médias sociaux, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu trouves que c'est un peu exagéré? As-tu une autre méthode à faire? Non, c'est très bien, ça garantit une espèce de neutralité, d'objectivité du système, mais non, c'est bien. Typiquement, pour notre entreprise, c'est ici qu'on n'a pas réussi à avoir de page parce que on n'a pas de légitimité ou de notoriété suffisante pour avoir une page. J'ai fait plusieurs tentatives et à chaque fois, ça a été supprimé. OK. En fait, j'ai créé une page et j'ai lancé des informations qui étaient officielles, qui étaient reconnues, mais il n'y avait pas assez de biscuits, pas assez de matériel pour que ça soit accepté. Donc à chaque fois, c'était flushé. Donc je l'ai mis en liste d'attente de suggestions de page. Donc des fois, il y a un administrateur qui va être un peu désœuvré, qui va voir ça, qui va se dire tiens, on pourrait en créer une, mais pour l'instant, c'est en stand-by. Mais ça doit être la gestion incroyable d'avoir à gérer toutes les demandes. Puis ça me fascine. Tu ne peux pas imaginer. Sur chaque page Wikipédia, donc tu as plein de textes, plein d'informations. Et chaque fois que n'importe quel administrateur Wikipédia, donc il y en a des milliers dans le monde, s'il veut faire une modification, il y a une page de modification, c'est historisé. Donc tu sais précisément qui a changé quel texte, à quel moment. Et tu peux la refuser ou il y a des votes. Enfin, c'est quelque chose avec des arbitrages qui font appel à des super administrateurs. Donc, tu peux imaginer que pour tout ce qui est les pages de politique et autres, il y a beaucoup de bagarres là-dessus. Ouais. Et donc, tu as les gens qui vont peut-être essayer de modifier une page Wikipédia pour favoriser leur candidat. Donc, tu as les gars qui vont dire attention, ça c'est une information erronée ou c'est partial et subjectif. Donc, tu as des bagarres. Des fois, tu as des super administrateurs qui gèlent une page en disant il y a trop de... Il y a trop de polémiques, donc on la met offline ou on n'y touche plus. Enfin, c'est vraiment... Mais ça, c'est une idée open source, dans le fond? Tout à fait. C'est carrément open source. C'est complètement open source. Les deux seules failles là-dedans, c'est le coût. C'est gratuit. C'est gratuit, il n'y a pas de publicité. Donc, ils sont indépendants par rapport à ça. Par contre, régulièrement, ils font des campagnes de financement. Donc, quand tu vas sur la page Wikipédia, souvent, ils disent donnez-nous $1 ou $100 ou autre. Et parce qu'il faut payer des serveurs pour ça, évidemment. Et l'autre faiblesse, c'est qu'effectivement, si tu as un ensemble d'administrateurs qui sont partiaux et qui sont coordonnés, ils peuvent influencer une page et mettre des fausses informations et influencer. On a eu le cas en France avec plusieurs hommes politiques ou autres, avec des trucs qui étaient erronés ou une sorte de propagande qui était mise en place. Il est arrivé de quoi en France qu'il y a eu un genre Ils se sont servis de ça comme pour une campagne politique ou... Ouais, typiquement, le cas le plus célèbre qu'on a eu, à ma connaissance, c'est Dieudonné, l'humoriste qui avait fait pas mal parler de lui. Et c'est sur des sujets assez brûlants comme la guerre au Proche-Orient, l'antisémitisme, ce genre de choses. Et effectivement, il y a ces partisans qui ont essayé d'influencer sa page Wikipédia. Ah, pour vrai. Bref, c'était un gros bazar. Et la question, c'est quelle est la vérité? Donc, est-ce qu'on considère ça comme une fraude ou c'est plus à ce niveau-là, il n'y a pas eu de... c'est tellement subtil parfois, le texte que tu peux écrire sur une personne, c'est assez compliqué de... C'est assez compliqué de définir qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux parfois. Donc bon, Wikipédia, c'est assez intéressant en tant que concept parce que
tu essaies d'établir une espèce d'encyclopédie qui te dit la vérité, mais où est la vérité sur des sujets assez polémiques comme la politique ou autre, c'est quand même assez... Quand c'est une page sur un truc d'ingénierie ou de science ou autre chose, c'est assez facile de prouver les choses et d'avoir des sources tangibles. Quand c'est de la politique ou des notions un peu plus abstraites, bon, c'est... Ça, c'est incroyable. Peu importe qu'est-ce qu'on va mettre en place, il va toujours avoir une genre de façon pour que la psychologie humaine vienne s'insérer ou s'inviter pour défaire la structure qui est mise en place pour essayer d'optimiser les communications. C'est une défaillance humaine qui s'invite. C'est vraiment tragique. Même, peu importe le médium, que ce soit de la lecture, des livres ou des journaux où il y a toujours une propagande qui va s'inviter. Puis là, maintenant, c'est le code open source lui-même qui est attaqué par... Oui, mais en même temps, c'est très logique. Le monde entier est en train de basculer progressivement vers la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du plus grand nombre. Ouais. Et pour qu'un gouvernement qui soit honnête ou pas, il faut qu'il ait l'appui du peuple pour faire quelque chose. Donc, il faut influencer les gens. Les médias, c'est le premier pouvoir du monde, finalement, quand tu regardes bien. Ouais. Si tu réussis à influencer les peuples vont influencer le vote. Et si tu mens aux gens, s'ils suivent un mensonge, tu peux faire n'importe quoi dans un pays, quoi. Regarde la guerre en Irak avec Bush, qui a imaginé l'histoire des armes de destruction massive. C'était un gros mensonge. L'opinion publique américaine a massivement suivi parce qu'ils ont été floués. Ouais. Et donc, ils ont pu avoir un chèque en blanc pour attaquer l'Irak, alors que derrière, on a prouvé que ça ne s'était pas produit. Mais il y a eu plein de cas... avant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont fait pareil. Ils ont attaqué, ils ont pris contrôle des médias, ils ont défait. Surtout, ils ont brûlé le Parlement, le Reichstag, et ils ont accusé les Juifs. Tu vois, c'est des gros mensonges, et puis tu influences l'opinion publique, et après ça te justifie, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire une guerre, tu peux attaquer les gens, faire un génocide, ça suit, quoi. Des genres de false flag, là, une destruction du Reichstag, ou les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait pour... Et un truc comme Wikipédia, qui a une morale incroyable. Enfin, quand tu vois une page Wikipédia, tu penses que c'est vrai, en fait, parce que c'est la référence, moi je vois toujours sur Wikipédia. Exactement. Tout le monde y va parce qu'on sait que c'est une information qui est sourcée, qui est crédible, qui est surveillée. Donc il y a une grosse confiance qui est donnée à Wikipédia, et en bonne partie c'est juste. Mais si quelqu'un de malhonnête ou un groupuscule malhonnête prend le pouvoir sur une page ou influence un truc, ça peut devenir... c'est frustrant. C'est frustrant, mais tu peux pas imaginer aussi les commentaires d'articles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques années, les partis politiques se sont rendus compte que pour influencer l'opinion, c'était intéressant de mettre des opinions ou divergents ou convergents sur un article de magazine. Donc, au départ, c'était des webmasters qui étaient payés pour ça, qui étaient payés pour influencer les commentaires. Donc, il y avait un article qui était favorable ou défavorable à un parti, et puis les mecs mettaient des messages, soit pour promouvoir leur parti, pourcentage d'image de marque, en fait. Alors, tu avais les attaques, tu avais les opérations qui étaient de promotion d'un parti politique. Et puis après, ils se sont rendus compte que c'était aussi intéressant de torpiller le parti d'en face en mettant des fausses informations dans les commentaires. Donc, les commentaires Facebook, les commentaires d'articles de magazines, dès le départ, tu dis que ça sera faux, c'est influencé, c'est plein de trolls, c'est plein de false flags. C'est faux. C'est ça que les Russes ont fait dernièrement. Les Russes, mais... Oui, on parle des Russes, La campagne des élections présidentielles américaines, les Russes ont investi beaucoup d'argent pour essayer de changer pas les intentions de vote elles-mêmes, mais juste de manipuler justement par l'utilisation de trolls, de changer les aperçus puis les compréhensions des gens vis-à-vis ces dirigeants-là ou ces... potentiel, Trump et Clinton. Quand les Occidentaux et Américains en tête dénoncent les Russes pour ça, faut quand même se rendre compte que les Américains, les Français, les Anglais, ce que tu veux, le font depuis des années aussi. C'est ça le pays. Donc le truc, c'est de se dire que... La CIA, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est épouvantable. Et donc, ça fait des années que ça se passe, en fait. Que ce soit même des partis politiques privés, indépendants, ou des agences gouvernementales qui le font depuis des années, qui essaient d'influencer l'opinion publique avec ça. Quand on monte l'opinion contre les Russes à tort ou à raison, c'est orchestré. Ils jouent le jeu eux aussi, maintenant. C'est orchestré. Donc voilà, c'est une guerre de médias pour orienter les gens. Et d'ailleurs, ça s'appelle, je crois que ça s'appelle le soft war, en fait. Soft war. Soft war, je crois. C'est la guerre douce. C'est...
c'est l'influence, c'est mener une guerre sans vraiment faire de la guerre, mais c'est... je te raconte une bêtise, c'est soft power, pardon. Soft power. Soft power. C'est l'ensemble des outils utilisés pour faire avancer ces pions politiques sans faire de guerre matérielle, en fait. Mais ça me choque un peu parce que quand tu contemples l'histoire humaine, puis en parallèle avec l'évolution de l'intensité de l'armement, on dirait qu'il y a une nouvelle approche justement aux guerres pour essayer, je sais pas, d'éviter vraiment le pire, ou est-ce qu'il y a une espèce de conscience humaine de l'inévitable destruction massive de tout le monde on dirait que les gens sont plus conscients qu'on pourrait carrément détruire la planète maintenant. Fait qu'on dirait qu'il y a moins en moins officiellement de guerre qui est déclarée. Tu sais, comme les guerres du Proche-Orient, nous, en tant qu'Occidentaux, on les voit pas comme une guerre qui est en cours. Il n'y a pas vraiment de troisième guerre mondiale qui est officiellement déclarée. C'est ça qui est assez intéressant avec l'arme nucléaire, c'est que les principales puissances occidentales ont une arme nucléaire, donc une confrontation directe est impossible. C'est une théorie qui a été inventée qui a été définie par les Américains. Sinon, c'est le MAD, c'est le Mutual Assisted Destruction, je sais plus, c'est un acronyme MAD qui veut dire en gros qu'on ne peut pas utiliser l'arme nucléaire parce que si tu l'utilises, l'ennemi va l'utiliser aussi et on va se détruire mutuellement. Donc, il y a une espèce de statu quo qui se met en place. Voilà, c'est ça, Mutually Assured Destruction. Et en fait, donc, les gros pays du monde ne vont jamais se faire la guerre. Par contre, ils vont les téléguider dans les régions. Donc, ils vont faire la guerre au Moyen-Orient, en Asie. La guerre du Vietnam, c'était ça. C'est-à-dire qu'on règle nos comptes, mais sur un territoire tiers. Et il n'y a pas de risque d'invasion de l'un ou de l'autre. C'est sournois, c'est vraiment sournois. C'est extrêmement sournois, oui. Mais à la limite, c'est basé là-dessus. C'est un calcul mathématique qui gère maintenant les altercations. C'est juste que pendant les années 50 et 60, quand les Occidentaux, enfin les Russes, ont eu des armes nucléaires entre les mains, ils ont imaginé toutes les stratégies et tous les cas possibles d'utilisation en disant qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qu'on fait avec ces trucs-là. Et ils se sont rendus compte que quand tu as 1000 ou 5000 armes nucléaires et que tu peux vaporiser le pays d'en face et que eux peuvent le faire aussi, tu te dis c'est peut-être pas la bonne chose. C'est l'arme de dernier recours, c'est l'arme qui garantit que tu ne seras pas envahi, mais voilà, donc il y a une espèce de prudence dans son utilisation et c'est ça qui est assez drôle, c'est que tu te rends compte que c'est une arme de non-emploi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une arme que tu pourras jamais utiliser parce que si tu l'utilises, c'est fini. C'est la fin du monde. C'est une assurance. C'est une police d'assurance. Exactement. Sauf que le drame, c'est que dans les années 50-60, quand ils n'avaient pas encore cette vision, ils avaient encore une vision de guerre stratégique, de guerre massive, et puis de peur mutuelle de se faire envahir. Donc ils ont conçu des armes nucléaires, mais par milliers, par millions. Les Russes en ont un nombre absolument incroyable. Je crois que c'est Khrouchtchev qui disait qu'il fallait produire des bombes comme dans les usines à saucisses. Donc c'était pour un peu donner l'idée qu'il y en avait beaucoup. Donc voilà. Donc le truc, c'est que le monde est stratégiquement figé autour de cette menace nucléaire. Donc les intérêts et les antagonismes existent toujours. Donc comment est-ce qu'on fait la guerre sans armes nucléaires ? Donc on l'a fait à distance dans les régions, ou on l'a fait par l'arme économique, par l'arme de la bouffe. C'est-à-dire que si tu restreins, si tu bloques l'accès de masse de blé sur le marché alimentaire, il y a des pays qui vont en souffrir. Si tu coupes l'eau, regarde, tu prends au Moyen-Orient, c'est très intéressant parce que les ressources en eau sont cruciales. Si tu mets un barrage sur un fleuve qui alimente un pays 1000 km plus loin et que tu coupes l'eau, c'est catastrophique pour eux, quoi. Oui, il y avait justement un livre sur c'est pas des agressions économiques, là, mais c'est pas une agression, mais c'est des stratégies économiques, là, de vraiment aller bousiller l'économie d'un autre pays ou d'injecter de l'argent dans leur économie pour faire un débalancement puis créer de l'inflation. Ça, c'est carrément des tactiques, des stratégies qui existent. C'est ce qu'il y a eu. Il y a eu quelques années, il y a eu une espèce d'embrouille entre les États-Unis et les Russes. Et les Américains ont mis en place une sorte de... Ils ont torpillé l'économie russe en bloquant les avoirs et en bloquant les accords commerciaux. Donc il y a eu une espèce de blocus économique sur la Russie pour les contraindre... je crois que c'était sur la guerre de Crimée, d'ailleurs. Je crois que c'était... Ou l'Ukraine, je ne sais plus. Et en fait... Ça, c'est à la fin de la Russie communiste. Là, non, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était il y a quelques années, en fait. Et il y avait une espèce d'opposition politique. Et pour contraindre les Russes à faire ce que les Américains voulaient, ils ont mis en place une espèce de
de carcan économique. Et puis l'économie russe a plongé, évidemment, parce qu'ils ont bloqué les échanges. Enfin, il y a eu plein de... Ils ont manipulé le fait que la monnaie ou le rouble puisse chuter. Ça a créé une espèce de petite décadence économique temporaire en Russie, mais bon, personne n'est à l'abri de ça, en fait. Oh my god. Fait que dans le fond, quand on a fait sauter... Ce sont des guerres qui ne font plus de morts massives, mais qui font des chômeurs, qui font des pauvres, qui font des guerres civiles. Ça ressemble beaucoup à la royauté qui vont faire leur guerre, puis c'est les paysans qui en souffrent. C'est les petits paysans qui en souffrent, mais c'est un peu l'équivalent. Je veux dire, il y a un parallèle à voir là-dedans par rapport à aujourd'hui où le Proche-Orient va souffrir beaucoup, puis c'est eux qui subissent, c'est eux qui se font bombarder, qui se font tuer. La Syrie, l'Irak, c'est eux qui subissent les actions de l'Occident ou les grandes puissances européennes ou la Russie. Il y a vraiment on dirait que les guerres se jouent là. On dirait que derrière la scène, les Russes, les Américains, les Européens se sont parlé puis ils se sont dit il faut continuer à faire de la guerre, il faut continuer à faire de l'argent. On va la faire au Proche-Orient. C'est là que le monde on peut les massacrer. Puis je pense que surtout que le Proche-Orient, c'est un baril de poudre. Il y a plein de problèmes anciens, et problèmes religieux, problèmes politiques, problèmes territoriaux. Enfin, c'est vraiment un baril de poudre. Et il a suffi d'une étincelle pour que tout explose. Et c'est le cas actuellement, quoi. Mais j'ai vraiment l'impression que les Occidentaux, les Russes ou les autres pays ou la Chine, ce que tu veux... personne ne sait vraiment où on va et qu'est-ce qui se passe. Enfin, c'est tellement complexe comme échiquier. C'est tragique. Moi, ça m'affecte tellement, ça, ces histoires-là, quand je vois ça passer. Là, et ce qui est intéressant aussi, c'est que... Parce qu'on est responsable. Notre pouvoir d'achat, ça, c'est un vote démocratique. À chaque fois que tu vas aller mettre du gaz dans ton char ou tu vas... Voilà. C'est le Moyen-Orient, enfin très rapidement, ce qui se passe, c'est que c'est l'opposition entre le monde sunnite, qui est surtout saoudien, et le monde chiite, qui est là, tu vas sûrement me perdre le temps, on va prendre le temps, parce que moi, tu vas me perdre. C'est juste deux... le monde musulman, c'est 1 milliard de personnes dans le monde, et il y a une opposition je dirais, politique et idéologique entre deux univers, entre deux sous-parties de l'islam, qui sont les chiites et les sunnites. Ça fait des années, des centaines d'années que ça existe, qu'il y a cette opposition. Et là, c'est cristallisé sur cette région-là, entre l'Irak, la Syrie, l'Arabie Saoudite, l'Iran et puis le Liban. Enfin, tous ces pays où il y a des minorités religieuses. Et là, ils sont à cran. Il y a aussi la notion que entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, c'est les deux premiers gisements pétroliers dans le monde. Bref, c'est extrêmement bouillant comme endroit. Et il a suffi d'une espèce d'étincelle pour que tout s'embrase, parce que le printemps arabe, c'est aussi une révolte sociale, donc il y a plein de problèmes qui se lient. L'Occident est lié, par leur dépendance au pétrole, est lié à l'Arabie Saoudite, donc j'ai l'impression que tout le monde a suivi parce qu'ils n'avaient pas trop le choix. Donc voilà, c'est quand même un monde... Mais juste pour rebondir tout à l'heure à ce que tu disais sur les pertes civiles, j'avais vu un chiffre intéressant, c'est qu'il y a plusieurs siècles, quand il y avait des guerres, c'était les soldats qui mouraient, c'était pas les civils. Les civils étaient épargnés pour des raisons morales et pour des raisons économiques. C'est qu'un paysan, il rapporte de l'argent. Donc si tu captures un pays et que tu prends les paysans, ça te génère un revenu. Donc quand il y avait une guerre, c'était une guerre entre chevaliers, entre soldats, et ça s'arrêtait là. Il y avait des pertes civiles, mais il n'y en avait pas tant que ça en fait. Il y avait des rapines, on pompait l'argent et les ressources sur un territoire, mais on ne tuait pas les gens. Et tu te rends compte qu'avec les siècles qui passent, on s'est rendu compte que quand il y a une guerre, le nombre de morts civiles par rapport aux morts militaires a augmenté. Le ratio a changé et il n'a jamais été aussi élevé. Et quand tu regardes bien, parce qu'effectivement maintenant, quand tu as des conflits dans les régions, on tue les gens, quoi. C'est-à-dire qu'on fait des génocides, on fait des massacres, sous des raisons politiques ou religieuses. J'ai l'impression que le génocide de 39-45 a été une espèce de porte d'entrée de banalisation. Donc on peut y aller. Et donc, tu vois, le Sud-Soudan, partout en Afrique, il y a eu plein d'histoires de massacres et compagnie. Ça n'arrête pas. Et tu te rends compte que tu as encore des soldats qui meurent sur le terrain. Évidemment, il y en a beaucoup. Mais des pertes civiles, ça devient incroyable. En Syrie, c'est
ça n'a pas de sens. En plus, ce sont des guérillas urbaines, c'est-à-dire que c'est des contextes de combat qui sont dans des zones, dans des villes, dans des villages, où les gens, tu sais plus trop où les soldats sont cachés, ils n'ont pas non plus... Tu prends l'ISIS, l'État islamique, c'est des gens qui n'ont pas forcément d'uniforme, c'est de la guérilla, c'est des terroristes ou pas, j'en sais trop rien. Mais ça, je me demandais, en fait, j'en parlais avec... à qui j'en parlais? En tout cas, j'en parlais l'autre jour avec quelqu'un, puis je me disais, est-ce que cette idée-là de, justement, vouloir s'en prendre aux civils de plus en plus d'une façon exponentielle, est-ce que ça peut-être laisse passer la possibilité ou fait comprendre qu'il y a peut-être un problème de surpopulation, puis est-ce que, là c'est une théorie, là. Oui. Non, mais... Est-ce que peut-être c'est un signe avant-coureur d'une surpopulation mondiale, puis est-ce que c'est un réflexe ou un instinct naturel d'un organisme biologique, l'être humain, qui va juste réagir de cette manière-là instinctivement pour éviter qu'il y ait justement trop de monde? Je sais pas, enfin c'est effrayant, ouais. Mais les raisons, à part les raisons, je te dis très basiques, qui sont que tu as des combattants dans les villes qui sont cachés parmi les populations. Donc quand on envoie une bombe sur un immeuble, on tue tout le monde. Ouais. Enfin, c'est un peu le concept. Mais parce qu'à petite échelle, qui veut ça? Non, mais et je vais reprendre le concept de l'ancien temps où un paysan c'était une valeur. Aujourd'hui, un travailleur ou un consommateur, c'est intéressant de l'épargner. Ouais. Non, on continue de les tuer. Donc c'est ça qui est. Il y a une classe de gens qui sont expendable, qu'on peut s'en départir. Mais pourquoi? Parce que nous, c'est les consommateurs qui vont vraiment utiliser puis acheter, contrairement à eux qui cherchent pas à s'éduquer ou vont pas vivre d'une manière qui est occidentalisée. Donc, ils sont... Je sais pas. Mais en même temps, c'est des réservoirs de consommateurs potentiels qui est incroyable. Le but du jeu, en fait, dans tout ça, c'est quand même de transformer tous ces gens dans ces régions, de les occidentaliser, d'ouvrir des McDonald's partout, et de les faire consommer, de les faire acheter, de les faire travailler. C'est une espèce de schéma économique qui veut s'imposer à tout le monde. Je suis pas pro junk food, mais ça serait pas une meilleure façon d'aborder tout ça, de les occidentaliser, puis d'ouvrir des McDo partout, puis de rapporter de l'argent de cette manière-là, au lieu d'injecter de l'argent dans le Military Industrial Complex, le complexe industriel militarisé. En gros, la question, c'est est-ce que tu veux transformer le monde entier en un gigantesque monde mondialisé, sans saveur, avec des McDonald's et des Costco partout, en disant que finalement, ça apporte la stabilité et la paix. Ouais. En disant qu'on détruit des cultures, on détruit des gens ou des systèmes politiques, je sais pas. Ouais. C'est entre les deux, entre des McDo partout versus injecter de l'argent dans le système militaire, c'est lequel qui est le plus rentable? Puis pourquoi qu'on voudrait payer? Pourquoi qu'on voudrait acheter des bombes? Attention, il y a aussi un autre sujet qui est intéressant, c'est que l'impérialisme américain, pour fonctionner, il a besoin d'une main-d'œuvre pas chère. Okay. C'est-à-dire si tu génères une élévation du niveau de vie des pays en Asie ou au Moyen-Orient, qui va fabriquer tes télévisions et tes vêtements? Ouais. Donc, attention, voilà. Je pensais que tu parlais des ados chez McDo. Ouais, non, ça c'est accessoire. Non, mais je te parle que tu prends les États-Unis qui dépendent entièrement de l'usine chinoise pour les biens de consommation. Tu prends en Chine, justement, ils sont embêtés parce qu'ils refusent que le niveau de vie ou que les demandes salariales augmentent parce que ça va enrayer le système. Parce que pour l'instant, les syndicats, tout ça, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas, mais par exemple, je sais que toute la bande côtière où est concentré l'essentiel de l'économie chinoise, elle a eu tendance à se développer. Les gens ont réclamé davantage de salaire. Le coût de production a augmenté, donc ils ont déplacé les usines à l'intérieur du pays auprès des populations pauvres pour garantir un niveau de vie, un niveau de production, un coût de production, qui soit assez bas, quoi. Oui. C'est drôle de voir. Moi, ça m'avait fait rire. C'est en 2012 quand il y avait eu les révolutions, tout ce qui se passait dans les rues, puis les mondes qui frappaient avec les casseroles, t'avais les masques de V for Vendetta. Ouais. Puis moi, j'avais ri quand je les avais reçus, j'en avais commandé 3. Puis je les ai ouverts, je regarde, puis c'est écrit Made in China. Ouais. La révolution. C'est comme la casquette de Donald Trump, Make America Great Again, ou un truc comme ça, qui était Made in China. Enfin, c'est cynique. Le monde est extrêmement cynique. Ouais, c'est assez effrayant. Ouais. Un autre bel uniforme, c'est le nouvel uniforme de McDo. Là. Je trouve qu'ils ont l'air un peu
c'est morne un peu, c'est gris un peu pour ceux qui veulent voir aller. On dirait des gardiens de prison. Ouais, un peu, hein. C'est la petite. On dirait qu'ils vont couper des. Ou ça rappelle, tu sais, les vieux films de science-fiction des années 70. Je pensais à Soleil Vert, c'est Soylent Green. Ah, je connais pas. C'est un film avec Charlton Heston. En gros, c'est dans un monde futur, à cause de la surpopulation, on transforme les cadavres en bouffe. Et les gens se nourrissent avec des pastilles, avec des pilules vertes de nourriture. On leur cache le fait que ce sont des humains qui bouffent. Ah ouais, j'ai pas vu ça. C'est Charlton Heston, c'est quoi le film? Je trouve que c'est Soylent Green, S-O-L-I-E-N-T. Soylent Green. Voilà. Et en gros, voilà, Ah ouais. et donc, on tue des gens pour limiter la surpopulation, et les cadavres sont recyclés en bouffe. Ah ouais, wow. Et donc, voilà, bon, évidemment, ça, c'est... Bon, je raconte la fin du film, mais voilà, en gros... C'est 2022, hein, ça s'en vient. Voilà. Et le héros, justement, ne connaît pas ça, et je crois que il enquête, et puis il découvre la réalité, en fait, et c'est... C'est tragique quand même que la science-fiction, mais en tout cas, fois, pourquoi je parle de ce film-là, c'est qu'il y a plein de films dans les années 70 où on te montrait un futur assez sombre, et avec des uniformes très épurés, et très gris, et ça ressemble un peu dans cette branche de film. T'avais aussi Le Monde de Cristal, c'est ça? Ah, j'ai pas vu ça. Ça manque à ma culture. Il y avait plein de films dans les années 70 qui montraient des univers futuristes. C'est quoi les films que je... ouais. Non, c'est le truc des Body Snatchers avec... je me souviens plus de son nom, là. Le père du gars de 24, là. What's his name? Pareil, je sais, je vois je vois l'acteur et son nom m'échappe. Donald Sutherland. Voilà. Avec ça, la finale de ça, là, quand il crie à la personne, puis c'est le dernier survivant sur la planète, là, ça a été une scène que quand j'étais petit... oh my god, je me souviens, je sais pas quel âge j'avais, là, je devrais avoir comme proche de 10 ans, puis sa face quand il crie, là, puis il pointe du doigt, là, c'est tellement horrifiant. Ouais. Puis il y avait Leonard Nimoy là-dedans aussi, le gars qui joue dans Star Trek. Ah oui? Ben oui, Chuck, il est là. Quoi? On est en train de regarder les photos, là. Hey, puis c'est... Jeff Goldblum. Ben oui, c'est Jeff Goldblum. Incroyable! Ah ouais. Jeff Goldblum était dans Body Snatchers. Eh ben, ça faudrait que j'en vois ça. Avec Leonard Nimoy en plus. Wow. Il joue dans le prochain film de Marvel, Jeff Goldblum. Tant qu'à parler des États-Unis et de la consommation, là, en tant que bons occidentaux, on va aller voir le prochain film de Thor avec Jeff Goldblum qui joue un des rôles principaux. Là. Qui joue le grand, l'espèce de dirigeant, le fasciste ou le roi de la planète qui veut que tout le monde se combatte dans l'arène, puis à la romaine. Là. OK. Mais ça me fascine toujours de voir ça, que malgré tout, les États-Unis vont créer des produits et des histoires et des films qui promouvoient ou qui parlent de l'importance de se lever face à l'impérialisme, et en même temps, eux vont le faire. Oui. Ça, c'est une dualité, c'est une espèce de parallèle. Il y a un côté... c'est un paradoxe. On en parle dans un film pour dire que le problème est réglé, en fait, mais non, c'est pas... Une espèce de catharsis, c'est ça? On fait des films, on met des messages très moraux, ou... très subversif, alors qu'en fait finalement show must go on, et ça continue ça. C'est comme je sais pas c'est quoi le principe psychologique derrière ça, je sais même pas si au départ quand ils ont commencé à utiliser cette approche-là, si c'était vraiment quelque chose que eux l'ont fait consciemment. Ben, ça rassure l'opinion en tout cas, enfin, on dit qu'on montre ce qu'on devrait faire, on montre que le monde va aller mieux, mais en fait non. On cache, c'est une illusion dans le fond, c'est du... c'est du cinéma. Ouais. Mais c'est aussi un moyen d'influencer l'opinion. Il y a un très bon livre que je voudrais conseiller qui s'appelle Mainstream, écrit par Frédéric Martel. Et c'est un journaliste qui a enquêté pendant plusieurs années pour montrer la guerre des médias dans le monde. Comment est-ce que les médias sont opérés et manipulés par les États pour diffuser des messages. L'exemple le plus simple, c'est Hollywood, qui montre le paradis américain, le rêve américain, et qui traduit sur pellicule la politique, mettons les
les idéaux américains à travers le monde. Mais Ok. ce que ce livre montre, c'est que les grosses sphères politiques du monde font la même chose, c'est-à-dire que l'État chinois investit massivement dans des chaînes de télévision, des films qui vont aller dans le sens de leur politique. Les puissances arabes le font aussi, les puissances sud-américaines le font aussi, les Européens le font. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent public qui c'est sciemment utilisé pour orienter... Orienter la consommation, puis et convertir des gens, habituer des gens à des messages et voilà, manipuler les masses, quoi. L'exemple un peu typique que j'avais lu, c'est que dans beaucoup de pays arabes, il y a beaucoup de médias chinois qui sont recyclés, des espèces de soap opera, enfin des séries, des séries un peu niaises, un peu naïves, qui sont envoyées dans ces pays parce que ça coûte pas cher, ou c'est sciemment envoyé pas cher dans ces pays pour qu'ils soient consommés, et parce qu'en fait la morale sociale asiatique est très proche aux attentes des pays par exemple musulmans ou autres, avec une pudeur par exemple, ou des rapports sociaux, un respect des aînés, enfin genre de choses. Et donc j'avais lu dans ce livre que ça marchait très bien dans des pays d'Afrique. Mais voilà, c'est intéressant. J'avais aussi lu que par exemple l'Égypte, qui est une puissance régionale, avait créé un mini Hollywood dans le désert pour produire des films et des séries pour qui aillent dans le sens de qui fassent la promotion de l'Égypte dans le monde musulman en général et à l'étranger, et avec toujours des arrière-pensées un peu politiques. Mais toutes les grosses sphères politiques font ça. C'est-à-dire qu'on finance un cinéma local ou des séries locales, on essaie de les faire vendre et de les propager à l'étranger pour influencer les opinions. Donc le livre est extrêmement est passionnant. C'est un gros pavé, je crois, mais il y a plein d'exemples vraiment, vraiment intéressants où on raconte que, je sais plus, dans les territoires occupés en Palestine, il y a des échoppes de DVD qui sont cachées dans des sous-sols, qui sont extrêmement populaires. Enfin, voilà, le monde des médias, c'est quelque chose qui devient, on va dire, omniprésent partout, et c'est un enjeu, et on revient là-dessus, mais c'est un enjeu pour manipuler les gens, pour les distraire, mais aussi pour les manipuler. Donc c'est un livre, c'est une très bonne lecture en fait, qui est pas réjouissante parce qu'elle montre l'envers du décor et que tout est extrêmement cynique et calculé, mais voilà. C'est tout calculé, c'est toute la propagande. En fait, c'est du le mot propagande a perdu la façon qu'on peut l'apprécier parce que les nazis l'ont un peu sali, ce mot-là, mais avant les nazis, le mot propagande était un mot qui n'était pas autant craint. Ouais. Le gag, c'est qu'on est en pleine période des élections en France, et le terme officiel pour les liasses de documents électoraux, ça s'appelle la propagande électorale, et c'est pas négatif, c'est juste que c'est l'ensemble des documents de promotion de chaque parti. Ah oui, pour vrai, c'est le mot mot propagande électorale, et qui n'est pas... c'est pas péjoratif. À nos oreilles, c'est péjoratif, parce que le mot propagande est sale, mais techniquement, c'est un terme utilisé encore actuellement. Alors, je sais plus si c'est encore le cas, mais à une époque, là, on en parle encore, les documents de propagande électorale. C'est fascinant, ça. Mais je pense que si on étudie l'origine du mot, ça a sûrement un sens parfaitement neutre et objectif. À la base, c'est ça, propagande. C'est sûrement un mot de latin ou de grec qui est propaganda, je pense que ça doit venir de... Ouais, faudrait vérifier, je vais regarder, voir. Non, mais je suis en train de chercher tantôt, on parlait des livres, puis justement, en Irak, il y a quelqu'un qui a amené... qui essaie de changer le cours des choses, puis de promouvoir des nouvelles idées, à changer un livre, à transformer un camion pour amener des livres aux gens, pour que les gens s'éduquent. Fait que je trouvais que c'était intéressant comme... Oui, la première arme contre la guerre, contre la manipulation, c'est le sens critique et la connaissance. Donc voilà, il faut que les gens puissent lire, il faut que les gens puissent cultiver, apprendre, et vraiment important de développer un sens critique, c'est-à-dire analyser une information et se positionner par rapport à ça. C'est pour ça que je me dis, à la base, il n'y a personne qui veut ça. Il n'y a personne qui veut le mal de quelqu'un d'autre, qui voudrait injecter de la misère chez d'autres gens. Je pense qu'il y a des pays qui sont fortement nationalistes et qui rêvent d'en découdre avec le voisin. Enfin, la France et l'Allemagne, pendant un siècle, se sont tapés dessus en inventant 1001 mensonges sur l'autre et pour essayer de justifier une guerre. Enfin, il faut réussir à casser ces schémas, parce que naturellement, les gens, je pense que ce qui est très important, c'est que les gens, souvent, avant de vouloir casser la gueule au pays à côté,
ils ont surtout envie que leur ferme marche bien, que leurs enfants aient à bouffer, que tout aille bien. Donc, ouais, mais ben, c'est ça, mais à l'époque, ça, c'était pas justifié, là, je veux dire, d'aller envahir le village d'à côté pour aller voler ses ressources. Pour vraiment, il y avait un besoin aussi que le soir, tu pouvais mourir à te faire dévorer par des loups si t'étais pas dans le village, puis t'avais besoin de feu, puis t'avais besoin de certaines choses qui étaient indispensables. Mais aujourd'hui, de nos jours, la technologie permet vraiment d'envisager une utopie, là. Tu sais, le mot utopie, ça, c'est un autre mot qui est pas très apprécié, qui est trop idéaliste, là, mais il y a moyen de le faire avec la technologie qu'on a. Puis je comprends pas pourquoi, comme on en revient à ce qu'on disait tantôt, il y a toujours une espèce de biologie qui vient s'injecter dans les espoirs puis les choses qu'on essaie de mettre en place comme Wikipédia. Puis il y a comme une injection pas de stupidité, mais il y a toujours la cupidité humaine qui vient jouer puis qui vient déranger l'objectif de sauvegarder l'intellect humain puis de sauvegarder la race humaine. Là. En tout cas, ça, j'aimerais bien parler avec un genre de quelqu'un qui est vraiment politique puis qui connaît la psychologie humaine puis qui est capable de m'expliquer ça, parce que honnêtement, c'est voir les nouvelles là, puis de voir tout ce qui se passe là, puis de savoir qu'il y a des technologies vertes puis qu'il y a des technologies qui pourraient nous permettre d'avoir une économie incroyable mondiale qui pourrait vraiment dépasser le pétrole puis dépasser les besoins de faire la guerre puis d'aller envoyer des tanks dans les pays arabes pour qu'eux bombardent le Soudan. Puis pourquoi? Oui, c'est souvent qu'il y a des raisons nationalistes ou politiques. On n'est pas des spécialistes là-dedans, mais... On constate par contre les horreurs tous les jours dans les médias, mais c'est tellement facile après quand tu as des populations qui sont illettrées ou un peu embrigadées dans des systèmes, de les manipuler, de les envoyer au casse-pipe ou à la guerre, avec des justifications un peu basiques. Des guerres ethniques, des guerres religieuses, des guerres économiques. Enfin, moi, je sais pas en tout cas si je serais capable d'être, en tant que personne de marketing, d'aller travailler dans une équipe qui voudrait créer un film pour justement manipuler la conscience sociale pour amener à des fins politiques d'un pays quelconque. Est-ce que non, sûrement pas, là, tu me diras pas oui, là, mais toi, est-ce que tu le ferais si jamais tu avais un bon salaire là, qui suit ça, de développer un site web pour un film qui promouvoit des... Je pense que déjà, si tu réussis à garantir que chaque individu ait à bouffer, premier point, après tu fais en sorte que ces gens soient éduqués, je pense que tu vas résoudre une bonne partie du problème. Ouais, il y a... Voilà. Ouais. Enfin, c'est... même si tu fais des beaux supports médiatiques ou des beaux supports médias pour inciter à la paix dans le monde, il faut que les gens veuillent bien y aller. Et puis il faut qu'ils aient des ordinateurs, il faut qu'ils aient le ventre rempli. Donc à partir du moment où tu as de la famine ou autre chose, ça génère toujours des guerres civiles. Enfin, si tu réussis déjà à garantir les besoins basiques d'une population, il y a un peu moins de raisons d'être antagoniste envers d'autres, par exemple. Une fois que tu as le ventre plein, que tes enfants et ta famille sont dans une maison confortable, que tu as du travail et que tout va bien, bon, ça résout une partie du problème. C'est pour ça. Ça ne garantit pas, mais ça aide. C'est pour ça, dans le fond, que les politiciens ils gagnent les votes, puis malgré que ces gens-là ne soient pas nécessairement honnêtes ou aient des intentions qui vont à l'encontre de la majorité de la population, les gens vont voter pour ces gens-là parce que les politiciens ou les infrastructures qui ont été mises en place par ces politiciens-là leur permettent de vivre, leur donnent de l'argent pour acheter de la bouffe pour leur famille, puis c'est comme un cercle vicieux. Oui, et je trouve que c'est ça qui est actuellement inquiétant dans le monde occidental, c'est que l'Europe, l'Amérique du Nord, ce sont des pays qui sont riches, tout le monde a à bouffer, globalement ça marche plutôt bien, il y a une espèce d'opulence, donc les gens vont moins se rebeller contre le système. Les Américains sont partis en guerre en Irak, les Américains se sont rendus compte après coup qu'on leur a menti, mais personne, ça n'a pas dégénéré en révolte. C'est passé, quoi. Les gens se sont dit c'est pas bien, mais c'est pas grave. À partir du moment où les gens ont à bouffer, ont une voiture, une maison, ils ont un peu de sport à la télévision, il n'y a aucune raison de se révolter. Et après, tu peux même carrément passer des lois qui sont liberticides. Les gens vont pas se réveiller. Actuellement, il y a une super inquiétude sur
les libertés sur Internet. On se rend compte que nos communications... Ils veulent privatiser. Ça va être privatisé, mais surtout ça va être surveillé en permanence et il y a une espèce d'emprise sur cette liberté-là qui est assez incroyable et personne ne se réveille parce que finalement, à partir du moment où les gens... Mon Netflix fonctionne, puis je suis capable d'écouter mon Game of Thrones, puis fait que j'ai pas... je m'inquiète pas, là, j'ai pas à aller dehors. Par contre, si demain tu empêches les gens d'avoir un char ou de regarder leur sport, ou que tu leur prives de bouffe, ou que tu les empêches d'avoir un logement, là par contre, effectivement, ça va hurler. Mais à partir du moment où tu garantis une espèce de minimum social aux gens, tout va bien. Ouais, c'est quoi le point tournant ou l'endroit, le moment où c'est que les gens vont se révolter, comme même en Chine, quand les gens ont commencé à pas pouvoir respirer à cause des méthodes draconiennes ou drastiques pour engraisser l'économie chinoise, à un moment donné, quand ils pouvaient plus respirer à cause qu'il y avait trop de charbon, le monde se sont soulevés, puis le gouvernement l'a compris, là, que c'était pas normal. Là. Je veux pas dire que c'était un régime totalitaire ou un truc du genre, là, mais c'était surprenant que carrément qu'il y ait des révoltes en Chine. Mais habituellement, ils sont assez respectueux du gouvernement. Là. Je sais pas. J'ai l'impression. C'est ça mon impression. Ouais, apparemment, c'est un monde qui est assez... C'est comme le Tibet, ils l'ont envahi, puis ça a fini là. Puis le peuple là-bas... J'avais quelqu'un que je connaissais qui était chinois, qui était venu ici, puis j'essayais d'y en parler justement du Tibet, puis elle avait l'air à être fâchée contre moi parce que je disais que le peuple tibétain était réprimé. Puis elle était fâchée, elle disait non, le gouvernement, ils font pas des choses méchantes envers les Tibétains. Puis j'étais comme, ok, c'est moi qui comprends pas. Là. Ouais, mais c'est aussi parce que les gens ne sont pas forcément informés. Moi, j'avais une amie chinoise, je sais plus, il y avait eu aux informations, j'avais appris qu'il y avait eu des inondations dans une région en Chine, et je lui en ai parlé, et elle tombait des nues, elle n'était pas au courant. Donc oui, là, si l'information locale n'en parle pas, les gens ne savent pas, quoi. Donc, ouais, c'est le même principe ici. Je veux dire, tout ce qui se passe. Imagine si on n'avait pas eu les médias sociaux. Il y aurait tellement de choses que le monde... C'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant, l'information... j'ai l'impression que les masques tombent. C'est que grâce à Internet, les médias sociaux et tout ça, maintenant, l'information, elle passe. Et on voit un peu mieux le revers de la médaille. On se rend compte que notre univers est finalement pas si propre et assez corrompu. Et j'ai l'impression que en tout cas, c'est j'ai l'impression que j'ai en France, mais dans d'autres pays, à mon avis, c'est... Il y a une espèce de gueule de bois, quoi. Les gens commencent à se rendre compte que leur univers coince, et que c'est pas si propre que ça, qu'il y a beaucoup de corruption, de choses immorales qui sont faites, et ça génère une espèce de trouble, et les gens ne savent plus trop à quel sein se vouer. Il y a plus de référents politique ou social sur lequel s'accrocher. Et finalement, la religion, c'est le cas, finalement, quand tu le réfléchis bien. C'est que quand tu t'appuies là-dessus quand tes dirigeants politiques ne sont plus valables, quand tout s'écroule, quand tu te rends compte que tout est pourri, tu pries Dieu. Finalement, Dieu est encore là, et puis tu auras des gens pour te vendre ça. Donc, mais quand tu regardes bien le printemps arabe en Afrique du Nord, ça peut aussi être ça. C'est que finalement, c'était plein de régimes corrompus et totalitaires qui duraient depuis 40 ans ou 50 ans, qui sont tombés. Puis à partir du moment où tu n'as plus rien, tu te raccroches à quoi? À la religion, qui est là pour... comme tuteur pour tenir tout ça. Et puis si ça passe entre des mauvaises mains, des mains d'intégristes, ça peut faire des problèmes, effectivement. Et en plus, si ton pays se fait bombarder, l'éducation, elle va jamais plus haut que un niveau très bas, là, où c'est que ta famille se fait tuer un jour ou l'autre, tu ne sais même pas quand ça va arriver. Puis... Ce qui est, c'était bombe à retardement, c'est que on a des générations d'enfants qui ne seront jamais allés à l'école. Dans 20 ans, ça va faire quoi? Ça va faire des populations majeures, des populations des gens qui travaillent ou autres, qui seront illettrés. Enfin, ça va devenir quoi? Et j'ai l'impression qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'une population qui n'est pas éduquée, qui n'a pas les bases, qui ne sait pas lire. Enfin, je suis d'accord avec toi. Ce sont des masses de population qui seront encore plus facilement manipulables. On pourra leur injecter n'importe quelle idée de merde et ils risquent de suivre. Donc, pose pas de questions, on vote pour Trump, ou même pas, on te dit, on te dit, regarde, le gars en face, c'est un salaud, tac, les gens vont suivre, donc... c'est des destructions d'écoles, c'est des destructions des infrastructures sociales, c'est très dangereux, quoi. Et je crois que je t'en avais déjà parlé une fois, j'avais lu ça dans un livre sur l'Afghanistan, la première guerre d'Afghanistan entre les Russes et
et les Moudjahidines. Et c'est un Français qui était parti avec MSF, Médecins sans frontières là-bas, qui racontait l'anecdote. C'est que les Russes, pendant la guerre, ont détruit systématiquement les mosquées et tout ça dans les villages des montagnes. Ouais. Et que les mosquées là-bas, ça servait aussi de lieu de prière, de lieu de culte. Ça servait d'auberge pour les voyageurs en transit. Ça servait d'école. Bref, c'était le lien social. Okay. Et qu'à partir du moment où tu détruis ça, tu as des générations d'enfants qui n'ont pas appris à lire là-bas ou qui n'ont pas été éduqués. Et donc, voilà, on a détruit le lien social entre les gens. Donc, ce qui fait que le poison intégriste a pu plus facilement prendre. Ah, c'est certain. Et que, au départ, l'Afghanistan, c'était une lutte armée contre l'envahisseur russe, contre la révolution communiste. Et donc, c'était un combat, entre guillemets, légitime contre un envahisseur. Puis, en fait, à l'époque, l'Arabie Saoudite et compagnie avaient investi de l'argent pour combattre... et les Américains aussi avaient mis de l'argent. Et donc, ils s'étaient appuyés sur les radicaux, sur les intégristes pour lutter contre les Russes, sauf que ça leur a un peu échappé. Et puis, 30 ans plus tard, on se prend sur le nez. On voit qu'est-ce qui se passe, là. Ils utilisent des armes qui appartiennent aux Américains, là. Justement, qu'est-ce qu'ils ont fait, le Mother of All Bombs, là, Trump, qu'est-ce qu'il a envoyé il y a un mois de ça? Justement, cette bombe-là, c'était sur une cache qui avait été créée par les Américains, par des agents CIA. Fait que dans le fond, les Américains, ils voulaient juste effacer toute trace de leur investissement dans la région, puis ils ont bombardé ça avec une bombe de fou. Voilà. C'était aussi du show. Ils voulaient faire leur prétentieux, là, puis montrer leur grosse bombe. Là. Mais c'était comme deux pierres d'un coup. Là. C'était comme un équivalent de 11 tonnes de TNT. Hey, c'est fou, man. Mother of all bombs, là. Mother of all bombs. Ça, quand j'ai vu cette vidéo-là, au début, il y a un petit pétard, là, puis tu fais « Oh, c'est pas si gros que ça. » 43. ça pète, man. Ça avait juste pas de sens, l'explosion. Je sais pas s'il y a le bon vidéo là-dessus. Là. On est en train de fouiller présentement. Mais en fait, ce qui est assez drôle, c'est que les Américains ont fait cette bombe, donc un équivalent de 11 tonnes de TNT, et les Russes n'ont pas été en reste, ils voulaient faire la même chose, sauf que la leur fait 44 tonnes de TNT. Ah ouais. C'est tout du prick waving, comme ils appellent. C'est du brandissage de... Oui. C'est juste... Mais il y a quand même il y a aussi un intérêt, c'est que c'est des bombes extrêmement destructrices qui peuvent avoir un effet sur les structures souterraines, comme c'était le cas en Afghanistan. Okay. Mais plus généralement, c'est des bombes barothermiques, je crois. En gros, il y a un double effet. Il y a un effet d'onde de choc qui détruit tout ce qui est devant. Et un effet de chaleur aussi qui brûle tout. Il y avait des bâtiments en avant de l'édifice. Je pense que mon Internet fonctionne pas. On ne pourra pas écouter de petites bombes qui explosent. Là. Mais il y avait des édifices en avant. Il y avait un village. Je sais pas c'était quoi la distance entre le lieu d'explosion et le village qu'il y avait dans l'avant-plan de la vidéo. Là, mais j'espère qu'il n'y a pas eu il y a pas eu de civils qui sont morts. Là, apparemment, ils ont dit qu'il y avait eu 90 morts quand même dans l'attaque. Mais... quand on s'intéresse un peu aux armements militaires, c'est parfois il y a la puissance de l'ingénierie humaine est mise au service de la mort. Il y a des choses complètement incroyables qui existent avec des bombes qui sont larguées sur une cible et qui pénètrent dans le sol et qui explosent en profondeur. T'as des bombes qui sont capables de percer du béton et une fois qu'elles sont au fond, elles vont exploser. Enfin, la technologie pour la mort est très avancée. Il y a vraiment une fascination pour... c'est là où il y a de l'argent pour la recherche. Ouais. Tu trouves facilement des fonds pour la R&D, pour l'armement. Donc, et encore, on ne sait pas tout ce qu'il y a dans les laboratoires parce que ce qu'on apprend aujourd'hui, la Mother of all bombs, d'un point de vue technologique, je ne pense pas que ce soit tout à fait récent. Mais je pense que dans les laboratoires actuellement, c'est entre tout ce qui est robots, drones et compagnie, il y a des choses absolument incroyables qui existent. Et même en termes d'armes nucléaires, il y a au départ, au tout début de la guerre froide, on a inventé des grosses bombes qui faisaient des gros booms. Et puis on s'est rendu compte qu'en modifiant le cocktail nucléaire qu'il y avait dans le cœur, on pouvait avoir des effets différents en termes de puissance ou d'effets de rayonnement, et qu'il y a différents types de bombes qui existent pour des effets tactiques différents. Et c'est assez incroyable. Je crois que c'est la bombe à neutrons, qui est une bombe atomique qui a une petite explosion, mais qui a un énorme rayonnement neutronique qui fait que ça tue tout le monde. Mais ça préserve les infrastructures. En gros, le but du jeu, c'est de dire, avec cette bombe-là, c'est une bombe tactique. Si on veut prendre une ville en tuant tous les gens, mais en conservant les maisons, les bâtiments, etc., on utilise ça. My God. C'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec le général américain, que je me souviens pas de son nom, là, mais lui était en charge justement de
de soumettre les Japonais. Puis, et MacArthur, oui. Non, c'était pas MacArthur, c'était un autre Japan Bombings. C'était général. Lui, il s'en foutait. Là. Lui, il allait là, puis il bombardait les édifices, puis il n'y avait aucune espèce de conscience. Lui, là, c'était le matin, le soir, la nuit, le jour. C'était. Curtis LeMay, c'est ça? Ouais, LeMay. Lui, il y a si jamais ceux qui veulent s'informer, qui veulent aller voir quelque chose d'intéressant, c'est sur Netflix, c'est une série de Oliver Stone, puis justement, je pense épisode 3 ou 4, là, il parle justement de la Deuxième Guerre mondiale, c'est comment que les Américains, les agissements des Américains, la CIA, tout ça, c'est vraiment une série intéressante pour ceux que ça pourrait intéresser, là. Puis il en parle justement de Curtis LeMay, puis lui, il bombardait le jour et la nuit, les Japonais, les villes étaient en carton, là, c'était du bois, puis ça brûlait, puis il n'y avait aucune espèce de... Ça, c'est un autre truc, c'est le racisme là, que j'ai de la difficulté à comprendre. C'est de traiter, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais, puis aujourd'hui encore, comment que l'idéal occidental, ça semble d'être de s'en foutre, que c'est n'importe... Tu sais, vu que c'est des personnes qui ont la peau basanée ou qui vont au Proche-Orient ou en Afrique, ben... Il y a un racisme derrière tout ça, j'imagine. Ouais, le racisme est quand même super utile dans ces cas-là. Enfin, les Américains ont... Ça justifie, là, ça crée ça aide, parce que quand il a fallu faire la guerre contre le Japon, il y a eu des messages de propagande extrêmement racistes contre tout ce qui était asiatique, mais les Japonais ont fait la même chose. Hein. Les Japonais ont eu des messages extrêmement racistes et violents contre les Occidentaux. Supposément qu'ils n'étaient pas très... leur culture de guerre, les Japonais étaient très... pas vorace, c'est quoi le mot que je cherche? C'était vraiment sauvage, là, carrément, là, aussi, qui allait mutiler les soldats. Puis, oui, il y a eu des cas de crimes de guerre extrêmement nombreux. Mais c'était une guerre assez sauvage et tous les moyens étaient justifiés pour venir à bout de l'adversaire, dont les bombes nucléaires. Ouais, c'est ça. Qui paradoxalement n'ont même pas influencé la reddition japonaise. Ouais. Ils étaient prêts à continuer, les autres, Hirohito, ils voulaient le protéger. Alors, c'était pas tant l'empereur, c'était plutôt la junte militaire qui était aux commandes du pays depuis quelques années, qui n'ont pas... d'une part, je pense qu'ils n'ont pas saisi l'importance de l'attaque. Donc, il n'y avait aucune négociation à ce niveau. Et ils voulaient continuer à en découdre. Et de toute façon, l'île principale du Japon était fortifiée et ils savaient qu'il y aurait un débarquement et qu'ils allaient se battre jusqu'au dernier. Et ce qui a fait intervenir l'empereur, apparemment, c'est que quelques jours après le bombardement américain, les Russes ont attaqué au nord, en Mandchourie, les divisions japonaises, et les Japonais se sont rendus compte que là, c'était vraiment mal parti, et que là, l'empereur a court-circuité son état-major et a dit, on va arrêter les frais, parce qu'ils avaient aussi une peur panique que les Russes leur tombent dessus, donc c'est assez... c'est incroyable. Ouais, c'est fascinant, là, dans tous les cas, c'est toujours le manque d'éducation. Ça va être ça à la base de tout. Je veux dire, il y a justement cette situation-là où c'est que les politiciens vont instaurer des infrastructures sociales qui vont pas bénéficier justement l'éveil des gens par rapport à l'éducation, puis de connaître les gens puis d'autres pays, de s'informer, de vouloir connaître des gens de différentes cultures, puis de voir que ces gens-là... c'est les mêmes personnes que nous. Je veux dire, tu vas dans un pays... Ouais, mais mets-toi la place... En tant qu'être humain, tu connectes avec un Afghan, tu connectes avec un Irakien. Mets-toi la place d'un État, c'est quand même extrêmement dangereux si tous les gens étaient pacifiques. Ouais. Parce que tu pourrais plus mener... Parce que quand un État mène une guerre ou autre chose, il y a forcément un intérêt derrière, que ce soit économique ou whatever. Mais le truc, c'est que à partir du moment où les gens étaient tous, se connaissaient tous les uns les autres, étaient pacifiques et avaient conscience qu'on est tous égaux, ça serait quand même plus dur d'envoyer les gens faire la guerre. Il n'y aurait plus d'argent à faire. Ah non, imagine en 14-18 ou en 39-45, si les gens, surtout en 14-18... Mais ils voulaient pas se battre. Je pense que 14-18, c'était quoi, les Allemands et les Français, ils voulaient pas se battre. Ils voulaient en découdre. La France avait perdu une partie de son territoire à la guerre. En 1870, la Prusse, les Allemands, avaient battu les Français et avaient pris une partie du territoire. Et en fait, entre cette date et 1914, dans les écoles et partout, il y avait beaucoup de propagande d'État
en disant ces territoires sont à nous et il faudra les reprendre par la guerre. Okay. Et on a préparé les gens à la guerre depuis tout ce temps-là. Et en 1914, avec toute cette propagande d'État, on a facilement envoyé les gens et les gens sont partis avec la fleur au fusil en disant on les aura, on va en venir à vous. Ces salauds d'Allemands. Bon, ça a fini avec une espèce de boucherie incroyable. La mitraillette, c'est à cette époque-là que la mitraillette avait été inventée, je pense, puis les tranchées. Ouais, c'était un peu avant, mais en tout cas, les Allemands avaient cette technologie-là, puis ça détruisait. Il y a eu 2 répétitions à la Première Guerre mondiale. C'était la guerre civile américaine, la guerre de sécession, où déjà les premiers équipements modernes et les premières tactiques et les premières... la manivelle pour tirer la fameuse Gatling, mais après, bon, c'était... Plus généralement, c'était que les technologies d'armement étaient déjà proches de ce qu'on allait connaître en 1914. Donc la guerre de sécession était une sorte de prémisse de ce qui allait se passer en 1914. Et il y a aussi la guerre de Crimée, je crois, qui a eu lieu... la guerre de Crimée qui a eu lieu dans la même période, je crois. La guerre de Crimée, c'était en 1860 quelque chose. Ouais, probablement qu'ils vont... Et qui était aussi une espèce de... 1856, voilà. 53 à 56. Peut-être que je raconte une bêtise, je ne sais plus. Crimean War, un conflit, la Russie a perdu contre France, Allemagne et l'Empire ottoman. En tout cas, voilà, il me semble que... Mais en tout cas, la technologie est en développement à cette époque-là. Sauf qu'en 1914, on avait les outils, mais on ne savait pas quels effets dévastateurs ils allaient avoir. L'impact que ça la mitrailleuse l'a été, le fil barbelé a été aussi une découverte. L'aviation a été une découverte. Les bombes à fragmentation, le shrapnel, toutes ces armes qu'on avait dans les entrepôts, qu'on avait testées et qu'on n'avait pas vues à grande échelle, l'ont été à ce moment-là. Et ça a été une boucherie incroyable. Ouais. Incroyable. Ouais. Ben moi, je sais pas comment qu'ils faisaient à l'époque. Je veux dire, les canons sur le terrain, puis de se faire déchiqueter par des boulets de canon, des grosses particules en métal qui te coupaient les jambes, puis après ça, tu mourais à cause du tétanos ou ça. Les gaz? Les gaz, ben ça c'est le gaz moutarde de Première Guerre mondiale. Gaz hypérite, il y a eu différents types de gaz. Et même plus tard, je crois que je sais plus si c'est pendant la première guerre ou la deuxième guerre, il y a eu des armes bactériologiques où en fait on a propagé des maladies, je sais plus si c'était le typhus ou des cochonneries qui ont été envoyées dans le camp adverse. Ça, on parle de propagande puis de gaz. Justement, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement en Syrie, puis avec ça, c'est un autre truc. C'est que comment qu'on le sait, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-ce que c'est les rebelles? Est-ce que c'est... On ne sait pas ce qui s'est passé. Et je trouve que l'histoire officielle est tellement simple et limpide, ça me paraît douteux. Ouais, exact, ouais. Et surtout, ça tombe à point nommé. C'est que ça tombe au moment où, en fait... la guerre était sur le point d'être gagnée par la Syrie. Exactement. En tout cas, elle est actuellement en train d'être gagnée par la Syrie, par la coalition entre la Syrie, les Russes et tout ça. Et donc, ça paraît bizarre, cet événement qui tombe à point nommé. On a quand même tué des gens... pour des raisons politiques, il y a des gens qui sont morts. C'est hallucinant. Tu te dis qu'en 2017, on est encore capable de tuer des gens avec des armes chimiques. Ouais. Bon, mais ça a gêné personne parce qu'a priori, il n'y a pas eu trop de suite finalement. Ouais, il n'y a pas. L'ONU est quand même resté un peu loin de tout ça. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu d'arrêt des combats, il n'y a pas eu de. Enfin, je sais pas, c'est assez... Non, ça s'est calmé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Passé. Il y a comme un temps, comme tu mentionnais tantôt, il y a un temps où c'est que les gens vont être révoltés, puis là, ça va se calmer, et puis on va oublier. Et puis il y a une nouvelle série sur Netflix, donc les gens c'est ça, il faut écouter la série, c'est pour ça qu'on peut pas vraiment... Et puis après, il y a un match de hockey, ou de soccer, ou ce que tu veux, ou il y a une élection, ou il y a un drame, et on zappe. Le attention span, le temps d'écoute n'est pas très... Ça, c'est fascinant parce que les réponses sont là. On dit que Wikipédia, c'est pas nécessairement certain comme information, puis il y a beaucoup de groupes cachés derrière ça qui essaient de maîtriser le contrôle là-dessus pour un avantage X. Là. Mais ça, maintenant, on passe quand même... L'information est là, l'histoire est là, humaine, puis les réponses sont là. Je veux dire, dans les erreurs qui ont été faites par nos ancêtres, puis par les peuples qui ont existé avant nous, toutes les erreurs, on les voit. Qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi? C'est ça qui est génial. C'est l'île de Pâques. On passe maintenant à un nouveau concept. C'est qu'avant, il y avait peu de médias, il y avait peu de communication, il y en avait une seule, et elle était manipulée. Ouais. L'État disait ce qu'il voulait, et puis tu n'avais pas le choix. Maintenant, on a le choix entre une multitude d'informations, de sources d'informations, qui te disent tout et son contraire.
Donc avant, les gens étaient intoxiqués, mais ils n'avaient pas le choix. Et maintenant, ils ont le choix, mais ils ne savent pas qui croire. Ouais. On ne sait plus. Ouais. Honnêtement, qu'est-ce que... Ben, c'est parce que c'est un exercice qui requiert beaucoup de travail. Je veux dire, si je vois une information, elle provient de où? Quel pays? Qui paye cette agence de publicité-là ou qui paye ce journal-là? Il faut toujours chercher quelle est la raison. Pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive et pourquoi ça arrive maintenant? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ça arrange qui? C'est une enquête policière à chaque fois. On joue aux journalistes, dans le fond, on n'a pas le choix de nos jours. Ouais, mais il faut prendre... Ben, on a une page Facebook, il faut le faire. Je veux dire, on veut être... Mais il faut avoir le temps, il faut avoir la curiosité de chercher. Ouais. Et la responsabilité sociale de le faire, quasiment. Voilà, et c'est pas... On devrait être payé. Mais... Ouais, donc... tu sais, ils veulent faire... ils veulent que les gens aient un salaire universel, ou je sais pas c'est quoi le nom. Le revenu universel. Tu sais, je veux dire, s'il faut que je cherche l'information moi-même, puis je dois faire de la recherche à chaque jour, puis je dois prendre le temps chaque jour pour m'informer, puis informer les autres, ben, je devrais être payé pour le faire. Je devrais être un journaliste. Ton salaire, c'est ta liberté, je dirais plutôt. Ouais. Supposément, la valeur, on a une valeur humaine, on a une valeur de base qui nous est due. Et en tout cas, cette histoire de revenu universel, je trouve ça assez... je suis assez perplexe par rapport à ça, parce que... Est-ce que tu penses que ça va créer des gens un peu paresseux qui vont rien foutre? Ça, c'est pas ma première question. La première question, c'est comment tu le finances? Parce que l'argent, ça pousse pas sur les arbres. L'argent, qu'on soit pour ou contre, il faut quand même payer les chirurgiens, les hôpitaux, les routes. Et donc, qui va payer ça? Est-ce qu'on va... Est-ce qu'il y a des armées d'esclaves qui vont travailler pour nous, comme c'était en Grèce? Les robots s'en viennent. Les robots, mais les robots, c'est très bien, mais ça n'a pas... Il y a beaucoup de monde qui vont perdre leur job, d'après ce qu'il dit. Je ne sais pas si c'est juste des craintes non fondées. Donc, en gros, ce qu'on est en train de me dire, c'est que grâce aux robots, donc, on a des multinationales qui vont faire de l'argent avec les robots, et ça va payer le reste de la population. Est-ce que ça va vraiment marcher? Eux, ils ne voudront jamais payer le reste de la population. Les profits qu'ils vont faire... Les actionnaires veulent bien l'argent, mais donner l'argent au peuple, ça me paraît un peu bizarre. Ouais. Donc ça, c'est la première question que je me pose. Et la deuxième, c'est qu'à partir du moment où tu as une population qui est nourrie par l'État, ça crée ça crée une dépendance. Ouais. Tu ne vas jamais remettre en question la main qui te nourrit. Enfin, si tu vas râler pour en avoir plus... fait qu'il y aurait avantage à le faire, donc. Moi, je trouve cette idée-là... maîtriser mais cette idée... Je suis désolé, mais pour moi, on en revient à un modèle communiste. Ouais, ça revient là. L'État est tout pour tout le monde. Ouais. L'État pourvoit à tout. Il y a un État qui... à partir du moment où tu es nourri par l'État, tu ne vas pas le remettre en cause. Donc je trouve que c'est un concept qui est nouveau. Est-ce que ça va marcher ou pas? J'en sais rien, mais je me pose la question. Ouais. Et après, effectivement, le côté paresseux des gens de se dire je suis nourri, donc je ne mets pas en cause le système. Ça va faire des gens peut-être un peu assistés ou... Je sais pas si je suis idéaliste, mais il me semble que de développer les technologies vertes puis de voir vraiment l'avantage de le faire, ça pourrait justement créer ce genre de zone tampon-là où c'est que si jamais il y a des gens qui tombent dans des gouffres ou des précipices de sociaux qui ont plus les moyens de survivre puis qui sont dans la rue, mais ces gens-là, il y aurait moyen de les aider. Je sais pas si c'est idéaliste de ma part, mais ce qui serait en tout cas effectivement intéressant, c'est de créer une économie verte. Il y a eu la révolution industrielle, il y a eu la révolution numérique, on est en plein dedans. Ouais. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer une révolution de l'énergie verte et du recyclage en disant qu'on va créer de la valeur à partir de l'énergie renouvelable et créer de la valeur à partir du recyclage de ce qu'on consomme, ce qui serait très vertueux pour l'environnement, pour tout le monde. Ouais. Mais il faut y aller. Il y a moyen de le faire. On peut le faire, mais il faut quand même convertir un ensemble. Le système actuel n'en veut pas. De ceux qui... Ouais. Les multinationales n'en voudront pas forcément. Ça, les gens n'en veulent pas forcément non plus. Tu sais, à partir du moment où les gens ont leur char, leur télévision, etc., ils s'en foutent. Que leur énergie soit du nucléaire ou verte, tant que la télé s'allume, c'est ça qui est important quand même. Donc il y a des gens qui ont des idéaux, donc ça c'est intéressant, mais il faut convertir, il faut réussir à... Il faut qu'un État ait le courage et l'indépendance de dire non aux multinationales et d'imposer cette énergie verte ou cette nouvelle politique. Faut le faire. Et après, il faut convertir les gens. Il y a des gens qui seront pour et des gens qui seront réticents. C'est une masse. C'est une masse, à mon avis, assez colossale pour convertir tous les gens. Mais c'est aussi un travail de fond. Je pense que ça va se faire en plusieurs décennies. Mais
Puis les gens vont s'en rendre compte parce que je trouve que la planète est dans un état dégueulasse en ce moment. Juste aller dehors. Les océans sont dégueulasses. L'acidification des océans. Sont vidés. Enfin, tu te promènes dans la nature, tu as de la merde partout. Donc il y a peut-être une prise de conscience qui va arriver un peu tard, et malheureusement, mais... irrévocablement, c'est changé. Hein. La société, la vie sur la planète est changée à un niveau où c'est qu'on peut pas retourner en arrière là, officiellement. Là. Ça, mais c'est en même certain, temps, ça fait aussi partie de l'évolution normale. Ah ouais, attends, répète ça. Ça fait partie de... c'est l'évolution. Sous état de choc. Non, mais ça fait partie de l'évolution. Ou de faire des conneries puis de détruire la planète. Est-ce que tu reproches le fait que les dinosaures aient disparu? Le monde est ainsi fait, c'est que l'humanité est arrivée sur Terre, elle s'est développée. Ouais. Naturellement, ça a fait de la pollution et ça fait de la merde. Il n'y a personne qui nous a influencés pour faire ça. Les humains ont fait ça tout seuls comme des grands. Il y a un moment donné, je pense que l'humanité va prendre conscience que c'est un problème et elle va corriger le tir. Mais malheureusement, il y a des espèces qui ont déjà disparu, mais il y a des espèces animales et végétales qui disparaissent tout le temps. Et il y a des zones qui seront polluées à jamais. Donc, ça fait partie de... je compare toujours l'humanité à un adulte. Il y a un moment où tu es un peu enfant et tu fais des erreurs parce que tu sais pas. Puis l'effet d'expérience fait qu'à un moment, tu es adulte et responsable, mais on n'y est pas encore. Mais juste pour information, la pollution nucléaire, par exemple, ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Un déchet nucléaire, le plutonium, sa durée de dangerosité, c'est 40 000 ans. C'est 29 000 ans. 29 000 ans. Donc, qu'est-ce que tu fais avec des... c'est une échelle qui est... Écoute, il y a un truc génial. Une catapulte, tu l'envoies dans l'espace, dans le soleil. Non, il y a déjà assez de déchets dans l'espace. Tout a été imaginé. Pour l'instant, l'enfouissement, c'est le moins grave. Et je crois que c'est en Finlande que j'ai vu ça. Il y a eu un projet scientifique de créer une décharge en Finlande, dans un endroit qui est très stable géologiquement, donc ça va pouvoir rester longtemps. Mais ils savent que, comme ça va durer 29 000 ans à minima, il faut que la décharge, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Donc, ils ont imaginé que, quoi qu'il arrive pour l'humanité, les humains qui seront là dans 29 000 ans savent que c'est dangereux, qu'il ne faut pas y aller. Okay. Donc, il y a des scientifiques de tous bords, des anthropologues, des sociologues, des historiens, qui ont imaginé de faire des pictogrammes, de faire... Voilà. Non, mais mais en même temps, c'est très sérieux. Pour la race quelconque qui va être là dans quelle que soit l'intelligence qui va s'approcher de cette décharge nucléaire, de dire, attention les gars, c'est dangereux, n'y allez pas. Aïe. Mais après, la question, c'est de se dire, tu fais un support, tu fais un idéogramme, mais tu l'écris sur quoi? Donc, en gros, ça sera gravé dans de la pierre. Il faut des symboles qui soient compréhensibles. Parce que si, je sais pas, si demain l'humanité disparaît ou qu'il y a une sorte de collapse, ou bref, qu'il y a une espèce de grande épidémie, mais qu'on reparte à l'âge de pierre, il faut que les futurs humains du néolithique, quand ils voient ça, comprennent que si jamais ils rentrent là-dedans, que leurs enfants auront 3 jambes. Bon, voilà, c'est incroyable. Mais ça donne le frisson, parce que tu te rends compte que on travaille sur des perspectives de 29 000 ans, donc ça va loin. Donc, je pense que d'ici là, moi je suis assez optimiste. Les progrès scientifiques font que dans très peu de temps, on va trouver une solution pour se débarrasser des déchets nucléaires. Je l'espère vraiment. Tout est ouvert. Je pense que on saura, corriger le tir, soit neutraliser ces déchets, soit éventuellement les évacuer ailleurs dans l'espace ou ailleurs. Mais on va trouver une solution. Mais voilà, cette idée de 29 000 ans est assez incroyable, je trouve. C'est intimidant. Oui. Vraiment. Là, c'est vertigineux. Carrément, totalement. C'est vraiment... c'est la folie humaine qui... Il y a tellement de choses de ce genre-là que je vois que... Comment qu'on peut en arriver là? Où était l'intelligence ou le rationnel à ce moment-là quand ils ont décidé d'y aller Est-ce qu'il y avait vraiment nécessité à créer ces technologies-là, sachant le résultat de le faire? C'est une vision à court terme qui fait que ça te garantit... Souvent, c'est ça. Ça te garantit une énergie puissante, une énergie d'inertie, parce qu'un réacteur, c'est très puissant, ça met du temps à démarrer et à s'arrêter, mais c'est une énergie qui est linéaire, donc c'est très intéressant. Après, il faut aussi voir une chose, c'est que les réacteurs nucléaires civils actuels sont directement issus des réacteurs qui ont été conçus pour l'armement. J'avais lu quelque part qu'il y avait eu à une époque, il y avait 2 technologies en compétition pour les réacteurs civils, et en fait, ce qu'on a utilisé, ce sont les réacteurs conçus pour les sous-marins et les équipements nucléaires. Okay. Donc, c'est ça qui a poussé le... C'est les mêmes concepts technologiques qui ont été réutilisés. Et en fait, il y avait un concurrent là-dessus, c'était le réacteur à thorium, la salle de thorium. Donc, à une époque, on en a beaucoup parlé. En fait, c'est un réacteur qui est beaucoup moins dangereux et qui est beaucoup plus inoffensif.
c'est une technologie nucléaire entre guillemets propre et beaucoup plus sûre en fait où voilà, c'est une autre. Ça se base toujours sur les réactions de fission nucléaire, mais ça reste beaucoup moins dangereux que ce qu'on a actuellement avec des barres d'uranium et de plutonium, enfin d'uranium dans l'eau pour refroidir. Voilà, donc donc voilà, toutes les technologies qu'on a, tous les réacteurs civils sont basés sur cette technologie un peu compacte de réacteurs. Mais et pourquoi je parlais de ça, je sais plus. Ben dans le fond, parce que là présentement c'est ça qu'ils veulent développer, c'est à l'ancienne, avant c'était la fission, non la fission et maintenant c'est fusion. Alors ça c'est un autre sujet super intéressant. Ça va être incroyable s'ils peuvent arriver à ça. On en avait déjà parlé. Sur le papier ça existe. Sur le papier, le concept de fusion nucléaire et de fusion contrôlée, c'est une énergie qui est propre, qui est illimitée. Enfin, c'est le Graal. Et c'est tellement génial, c'est que les pays du monde entier se sont associés entre eux pour développer cette technologie. Et l'usine a été conçue en France, parce qu'il y a l'Europe, les États-Unis, Japon, Russie, qui ont tous mis des investissements là-dedans. Donc il y a une grosse usine où ils travaillent actuellement à développer ce réacteur de fusion nucléaire. Donc voilà, donc ce sont des technologies de tokamak, donc c'est assez génial. C'est juste on crée des plasmas pour emprisonner le flux de réactions thermonucléaires. Et ça génère de la chaleur évidemment, et à part de cette chaleur on fait de l'énergie. Mais actuellement je crois que le problème c'est que ça marche quelques microsecondes ou quelques millièmes de secondes, et on veut domestiquer cette puissance mais on touche à des notions de physique qui sont assez on parle de 150 millions de degrés Celsius, donc il faut réussir à domestiquer ça dans un bâtiment. Mais ça, je sais pas si c'est vrai, mais si ça touche l'atmosphère, 150 millions de degrés Celsius, ça peut faire exploser l'atmosphère, ou je sais pas, je crois que ça s'alimente surtout d'hydrogène, donc s'il n'y a plus de carburant, ça s'arrête. OK. Je peux pas faire sauter la planète. Là. Moi, honnêtement, je t'en avais déjà parlé de ça. Moi, je trouve que c'était trop centralisé comme technologie. Je vois l'utilité, puis ça me fascine, puis j'aimerais ça que ça fonctionne, puis ça règle beaucoup de problèmes, mais sauf que ça, les gens qui vont mettre la main là-dessus, ça va juste perpétuer ce qui est en place, l'idée de centrale de sources d'énergie que les gens vont devoir payer pour avoir accès versus les technologies environnementales, technologies vertes sauf si c'est une énergie qui est payée, qui est maintenue par l'État avec des fonds publics, où là il y aura un peu moins de problèmes, je pense. Parce qu'ici, au Québec, avec Hydro-Québec, puis toute la foutaise qui s'est passée dans les dernières années, je veux dire, René Lévesque, lui, son intention, c'était que Hydro-Québec, c'était quelque chose qui appartenait à l'État, qui appartenait au peuple, mais finalement, les libéraux ont envoyé c'est parce que tu as plein d'intérêts financiers qui se... Puis c'est ça que tu m'expliquais aussi l'autre fois, tu m'expliquais qu'en France, il y avait eu une mauvaise gestion, puis il y avait les gens avaient oublié d'anticiper les coûts pour pas qu'ils l'ont remanier. C'est l'histoire qu'on m'a racontée, je ne sais pas si elle est vraie, donc à prendre avec des pincettes. Mais, ce qu'on m'avait raconté, c'est qu'en fait, la France dépend à 80% du nucléaire. Enfin, dépendait, ça a bien pas baissé, mais il y a une très forte dépendance au nucléaire. Et donc, c'est l'État qui avait conçu et construit des centrales nucléaires un peu partout. Et on savait qu'une centrale, ça allait durer peut-être 40 ans et qu'à un moment, il faut la détruire ou la recycler. Donc, il y a de l'argent qui avait été provisionné pour ça. Donc, quand les Français... le nucléaire était une énergie publique, donc les gens payaient un organisme public pour leur énergie. Et il y avait une partie de l'argent qui était mise de côté pour détruire ou recycler, pour en maintenir ces centrales nucléaires. Sauf qu'apparemment, à un moment, l'entreprise publique d'énergie a été en partie privatisée, et puis il y a des intérêts financiers qui sont rentrés en jeu, et puis il y a des dirigeants qui ont un peu joué l'apprenti sorcier, qui ont voulu jouer en bourse, et qui ont trouvé que ce beau pactole peut être utile pour acheter des choses et jouer au Monopoly dans le monde. Et donc l'argent a été utilisé, apparemment mal, parce que l'argent est parti en fumée, sauf que maintenant qu'on doit détruire ces centrales nucléaires, ou les réparer, ou les rénover, ou tout ça, il n'y a plus d'argent. Donc c'est problématique. Donc maintenant, il y a une espèce de pirouette qui consiste à dire, tiens, les centrales, on a fait une inspection, puis elles sont en bon état, donc on va les faire durer 10 ans de plus. Donc on reporte le problème, et puis on joue toujours un peu à l'apprenti sorcier. On se croise les doigts. Tant que ça pète pas, tout va bien. Et il y a eu quelques accidents.
on a de la chance. En France, il y a des organismes de surveillance nucléaire qui sont relativement sérieux. Mais voilà, si on cherche un petit peu sur Wikipédia et ailleurs, on trouve qu'il y a eu plusieurs accidents nucléaires en France, de petite envergure, mais qui auraient pu aller plus loin. Donc, j'avais lu une fois un truc assez génial. Ils avaient construit une centrale nucléaire près d'une rivière, parce qu'il faut toujours de l'eau pour refroidir ces centrales. Et puis, tout allait très bien jusqu'au jour où il a fait très froid dans cette région-là. La rivière a gelé, il n'y avait plus d'eau pour alimenter la centrale. Oh my God. Donc, ils ont fait appel à l'armée pour mettre des explosifs pour casser la glace et que l'eau rentre de nouveau dans la... C'est dangereux, ça aurait pu vraiment... il y a ça. Il y a aussi un concept qui est que toutes ces centrales, les centrales nucléaires, il faut de l'eau. Donc, elles sont toujours conçues à proximité d'un cours d'eau ou au bord du littoral. Bon, ce qui est extrêmement... Ça a deux... c'est parce que si l'eau monte, si la montée exactement. des eaux... C'est-à-dire que d'un côté, c'est pratique parce que l'eau est là, donc on peut facilement l'utiliser. L'autre revers de la médaille, c'est qu'en cas d'inondation ou de tsunami, ton plutonium se retrouve dans la nature. Bon, c'est ce qui s'est passé à Fukushima d'ailleurs. Ça, c'est tragique. Ça, c'est une autre affaire qu'on parle de manipulation des médias, puis qu'est-ce qu'on diffuse, puis qu'est-ce qu'on filtre. Je veux dire, Fukushima, ça, c'est quelque chose qui est en cours. Qu'est-ce qu'on fait avec Fukushima? On fait rien. On subit. Exact. Justement que la faune ou les poissons, jusque ici, on aurait à Vancouver, justement. Oui, des saumons qui contenaient des radioéléments qui venaient de Fukushima. Ouais. Maintenant, je pense qu'il va falloir s'armer d'un compteur GIGR pour acheter sa bouffe parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Tu vas à l'épicerie et tu as un coupon ou tu as un compteur qui t'offre à l'entrée là, pour que tu. Et puis si vérifies le compteur craque, c'est qu'il ne faut pas y toucher. Quoi. Ouais. Mais c'est tragique. C'est pas très grave, ça va générer beaucoup de cancers et il y a plein d'entreprises qui vont faire de l'argent avec ça. Oui, exact. Les pharmaceutiques, il y a de l'argent à faire là-dedans. Oui. Traitement anticancéreux, ça c'est une manne formidable. Justement, le remède. Traitement à long terme, c'est une rente garantie à vie. Ouais. C'est formidable. L'être humain est très, très inventif. Il va toujours trouver une façon de se faire de l'argent puis de soit vendre des armes nucléaires ou des armes à d'autres pays pour faire du cash, ou bien ils vont trouver des remèdes contre le Fukushima. Tragique. Oui. Aïe. Est-ce que tu voulais me parler je trouve ça fascinant ce que tu fais aussi en parallèle avec toutes tes activités professionnelles. Tu travailles aussi auprès de l'organisme environnemental. Là. Je ne sais pas si tu veux juste le mentionner un peu. Je trouve ça intéressant. C'est une association qui s'appelle PureNat. Et ils ont deux objectifs. C'est la première, c'est très basiquement, c'est de nettoyer les décharges sauvages qui sont dans la nature ici au Québec. Okay. Et puis la deuxième mission, c'est de sensibiliser les gens là-dessus. Okay. Donc que ce soit les citoyens ou même tous des enfants, parce que c'est eux les futurs citoyens. Ouais. Donc ce sont des missions de repérage des décharges sauvages. Donc j'y ai assisté, j'y ai travaillé et je suis effaré de voir l'investissement ou de voir le niveau de pollution parfois. Ça dépasse l'entendement. C'est-à-dire que je sais pas, ça me paraît assez simple. Les centres éco, comment ça s'appelle, les éco-centres. Il y en a plusieurs au Québec. Donc si tu as une cochonnerie à évacuer, c'est assez facile d'y aller. Bon, tu as des horaires, tu vas en voiture, tu déposes la cochonnerie, puis c'est réglé. Là, au fin fond de la forêt, c'est-à-dire que tu vas faire une bonne demi-heure de piste dans des coins improbables et tu vas trouver des quantités de cochonneries, ça n'a pas de bon sens. C'est complètement fou. Tu vas retrouver des voitures, tu vas retrouver des congélateurs. Non, pour vrai. Des trucs, mais il y a des campagnes de nettoyage où ils ont sorti 100 tonnes de cochonneries du fin fond de la forêt. Donc il faut quand même se dire que tu as quand même beaucoup de stock à évacuer et tu vas faire des kilomètres au fin fond dans des coins sauvages pour balancer ça. C'est vraiment bizarre. Enfin, tu t'en laves les mains, tu fous ça là-bas. Ouais, mais j'ai envie de dire, ce serait plus simple d'aller à l'éco-centre, tu vois. L'éco-centre, c'est peut-être un truc assez récent parce que il n'y avait pas ça il y a 30 ans. Là, puis... Les cochonneries qu'on sort sont assez anciennes. On trouve des pneus ou de la bouffe ou des choses comme des boîtes qui sont assez anciennes. Mais c'est effrayant de voir tout ce qu'on peut trouver au fin fond d'un endroit vraiment naturel. Et ça pourrit la nature parce que c'est des trucs qui se dégradent
pas ou pas du tout. C'est de la rouille, c'est du... Les biens de consommation d'il y a 30 ou 40 ans, ils s'en foutaient que que le plastique soit biodégradable. Donc c'est des plastiques que tu retrouves encore presque en très bon état et qui partent en miettes et qui doivent polluer le... Les microplastiques, voilà, des il y a ça, particules. Je pense qu'on doit retrouver aussi des quantités de batteries ou de plomb ou du mercure, il doit y avoir plein de trucs là-dedans aussi. Enfin, parce que tu as la pollution physique qui est des objets qui sont laissés là et qui pourrissent peu ou pas. Et puis tu as tous leurs composants polluants qui, eux, vont s'infiltrer dans la nature, pourrir un cours d'eau ou autre chose. Ouais. Et, moi, j'ai vu une fois une décharge, on avait sorti peut-être 35 tonnes de matériel, de cochonneries, mais c'était en bordure d'un cours d'eau. Ah ouais. Donc tu te dis, bon, si c'est juste de la rouille, c'est pas très grave, mais si là-dedans il y a une batterie ou, je sais pas, un truc produit chimique, des métaux lourds ou un produit chimique, ça part là-dedans, tu sais pas où ça finit, quoi. Et c'était en plus dans un endroit où il y a plein de chalets, donc tu penses que les gens vont probablement pomper leur eau de consommation dans la nappe phréatique en pensant que, comme c'est un lieu sauvage, c'est safe, finalement... t'en sais rien. Donc, donc voilà, c'est un job de longue haleine. Ouais. Et donc il y a des gens qui ont cette conscience de vouloir faire bouger les choses. Donc les fondateurs de Purnat, Jean-Raphaël Poiré et Marcel Poiré, ce sont des gens qui ont lancé cette initiative. À chaque nettoyage, il y a de plus en plus de gens, donc c'est bien. Donc il y a des gens qui ont vraiment une vraie conscience par rapport à ça, mais il y a encore de la job parce que il y a des centaines de tonnes de cochonneries qui attendent dans les forêts québécoises ou dans les espaces verts québécois. Et il y a encore aujourd'hui des comportements complètement irresponsables de gens qui, malgré tout, dès qu'un lieu est nettoyé ou autre, il y a encore des gens qui vont se débarrasser de tout ça. C'est culture. Ben, je veux dire, il y a 30 ans, on le savait pas. Même moi, je suis responsable d'avoir fait ça. Je veux dire, j'en ai lancé des choses par terre, des papiers, Mais là, le drame, c'est que c'est pas que les particuliers, c'est aussi souvent les entreprises. Quand tu as un entrepreneur qui veut se débarrasser de gravats ou de cochonneries, apparemment, ça lui coûte de l'argent de le mettre à l'éco-centre. Donc c'est quand même plus simple de le dumper n'importe où. C'est pas légal, mais c'est quand même plus simple pour lui. Donc voilà, c'est de la job. Et on peut pas mettre non plus de policiers ou de caméras partout pour surveiller les choses. Donc c'est... Ouais, c'est... Mais bon, ça, c'est... j'ai un peu l'impression que ces nettoyages, ça va pas sauver le monde. Par contre, ce qui peut le faire, c'est le fait d'en parler aux gens. Et de sensibiliser la population à ces trucs-là. Et les riverains et les gens qui voient ce qui se passe réalisent et nous soutiennent. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense qu'il faut montrer aux gens que c'est sale et qu'il y a un problème et que ça va changer les comportements. Les gens sont pour, en fait, mais il y a encore des cochons par-ci par-là qui vont mettre des trucs. Et, c'est déplorable, c'est triste. Mais on termine pas sur une note négative. Je veux dire, c'est très positif, Purnat, que ce que tu fais, ce qui est fait là-bas, puis toi, ce que tu... Dans le fond, toi, tu es sur le terrain, mais tu fais aussi du web, ou est-ce que tu fais encore un site web? Je leur ai donné un coup de main pour le web, mais on va dire que mon action la plus tangible et la plus utile, c'est mes deux paires de mains, en fait, quand il a fallu nettoyer. Toi, c'est ça, tu voulais faire du terrain, tu voulais sortir du bureau, puis... je voulais vraiment... parce que les choses se font pas toutes seules, il faut y aller, quoi. Il faut de l'huile de coude, et puis il faut ramasser la cochonnerie, et puis... Mais bon, à Purnat, il y a quand même beaucoup de matériel, il y a des gens, il y a des moyens qui sont mis en œuvre et c'est vraiment très efficace et quand ça repart, c'est propre, quoi. Et c'est prêt à être ressali. Malheureusement, je plaisante, non. Mais voilà, c'est efficace. J'ai envie de dire à sa petite échelle, en fait, ça fait avancer ça fait avancer un peu le dossier. Donc, il y a beaucoup de mouvements grassroots en ce moment de ce type-là qui sont... Progressivement, mais bon, je pense que toi et moi, on est d'une génération qui a été sensibilisée quand on était jeunes, et je pense qu'il y a un effet vertueux. Plus on avance, plus les jeunes sont influencés et sont sensibilisés aux problèmes de pollution. Et ça fait plus tard des individus, des adultes, des citoyens qui ont ça en tête, qui vont faire attention. Et moi, je suis d'une génération, quand j'étais petit, il n'y avait pas de recyclage, quoi. Non, moi non plus. Tout était mis dans la poubelle, et puis maintenant, ça s'en vient, et maintenant, ça me semble naturel de trier mes déchets, de faire attention. Donc, et pareil, je n'ai jamais jeté quoi que ce soit dans la nature. Mais c'est mes parents qui m'ont éduqué comme ça, mais j'ai jamais jeté quoi que ce soit.
Moi, je me sens coupable parce qu'à l'école, au secondaire, je sais pas, c'est l'équivalent en France, c'est quoi, là? C'est comme la 8e année. Oui, secondaire, oui. Ouais. C'était... on avait une prof d'écologie, mais... Moi, j'avais pas eu... Tu sembles avoir eu une meilleure formation quand tu étais jeune pour avoir une conscience environnementale. Moi, contrairement, j'ai pas... Peut-être que j'ai eu des... Mes parents ont voulu le faire, mais j'ai pas vraiment eu le bon réflexe de l'adopter puis de participer activement à le faire. Mais puis, donc, rendu au secondaire, ma prof, était très écolo, là. Mais elle était gentille, mais... C'est pas qu'on se moquait d'elle, mais en tout cas, c'est certain que c'est pas rendu où ce que c'était rendu, où on est aujourd'hui, là, où ça en est aujourd'hui. Puis je suis content de voir les efforts humains, puis il y a vraiment un effort communautaire aussi qui va avec. Pour revenir à Plenat, c'est pas un cas isolé. Il y a plusieurs associations au Canada qui œuvrent dans leur coin pour faire avancer les choses. Et, donc voilà, donc c'est... ça grandit. Ça grandit, okay. Il y a une prise de conscience. Je pense que c'est vraiment un problème de prise de conscience. C'est éduqué. Je vais revenir vraiment à un truc qui m'avait marqué. Je fais de la plongée et puis je plongeais en Bretagne, en France. Ah ouais. Et avec mon moniteur, mon instructeur, en fait, il m'expliquait qu'un jour, il était en train de plonger par 20 mètres et il a vu une batterie de bagnole, une batterie de bateau tomber au fond. Et c'est-à-dire que le gars est en train de réparer son bateau. C'était un petit bateau de pêche, pas très grand, mais il y avait une batterie pour le moteur. La batterie était morte, il l'a changée, et puis l'ancienne, il l'a balancée par-dessus bord. Ah, my God. Et voilà. Et tu te rends compte que c'est quoi? C'est plusieurs kilos de plomb et de cochonneries qui vont pourrir l'écosystème. Là-dessus, les gens vont pêcher là-dessus. Donc, les poissons que tu vas pêcher, on va te gaver de cochonneries. Enfin, c'est aberrant. Ouais. Après, il y a aussi, à plus grande échelle, pendant des années, la Manche, la mer qui sépare l'Angleterre de la France, a servi de poubelle pour un tas de déchets industriels. Ouais, je crois que c'est l'une des mers les plus polluées, parce qu'au fond, il y a plein de produits chimiques extrêmement dangereux qui ont été balancés là-dedans. Il y a des bombes de la Seconde Guerre mondiale, il y a plein de stocks, parce que c'était dangereux, on les a balancés au fond. Et c'est une mer qui est pas très profonde, il y a un gros trafic maritime, enfin... Et il y a aussi des gens qui pêchent et qui... Bon, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Et cette cochonnerie-là, elle est encore au fond et ça nous pend au bout du nez. Donc, oui, c'est épouvantable. On pourrait passer la soirée à énumérer tous les problèmes, le corail qui disparaît, puis l'acidité dans les océans. C'est assez... il y a du positif quand même, là, je veux dire, Wikipédia, peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui manigance derrière ça, mais quand même, il y a un effort social, un effort de l'intellect humain pour amener des solutions puis promouvoir des idéaux, des nouvelles valeurs positives. On en parlait tout à l'heure, effectivement, l'apparition d'Internet, ça a fait qu'il y a une grosse cacophonie maintenant, il n'y a plus d'informations, il y a trop d'informations, on est perdu, mais en même temps, ça a démocratisé le média. Ouais. Avant, on ne pouvait pas communiquer. Enfin, tu prends les chaînes YouTube, tu vois les podcasts, tout ça. Maintenant, n'importe qui peut communiquer. Donc, à partir du moment où les gens vont commencer à écouter un canal qui va donner de la bonne information, ça va aider au développement des choses. Donc, tout à fait. Voilà, donc, Internet, ça a deux côtés, en fait. Il y a un côté positif et un côté négatif. Et faut pas non plus oublier que Internet, ça a permis aussi à beaucoup de nouvelles idées à se développer, que les gens se prennent conscience. Wikipédia, ça cultive les gens. Il y a Wikipédia, mais il y a aussi plein d'autres choses. Il y a aussi des médias communautaires, il y a des médias alternatifs, des gens qui donnent des informations, que ce soit Twitter, Facebook, on peut communiquer et donner des informations. Et à partir du moment où une personne est vraiment éthique et intègre, elle peut communiquer et informer les gens. Et c'est ça qui est intéressant, finalement, c'est que maintenant, il y a ce canal qui existe et si tu cherches un peu, tu peux trouver la bonne information et peut-être faire confiance à des gens et savoir. Donc, je trouve que c'est plutôt la bonne nouvelle, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Moi, je reste positif. Moi, je suis content de voir que c'est pas encore... J'espère que ça ne deviendra pas privatisé, là. Imagine si les grosses corporations viennent mettre leurs mains sur Internet puis décident de le rendre... C'est ça qui est génial. Parce qu'il y a 2 vitesses qui veulent mettre en place. Ils veulent une vitesse où c'est que... je pense que le système avec un grand S, le monde dans lequel on vit, n'aime pas Internet parce que c'est trop libre. On n'aime pas quand les gens sont trop libres. On veut contrôler tout ça. C'est très dangereux. Ouais. Donc c'est toujours le principe de l'épée contre le bouclier.
On a beau avoir eu le bon bouclier, il y a toujours l'épée est toujours passée à travers en fait. Ouais. C'est pour dire que Internet, quoi qu'on ait essayé de faire pour le protéger, pour le surveiller, pour le cadenasser, il y a toujours eu un développeur pour trouver la solution pour communiquer. Donc il y a le Darknet, il y a toutes ces choses-là, il y a le réseau Tor. Il y a toujours des gens qui ont trouvé la solution pour échapper de la surveillance. Donc je suis pas trop inquiet. Je sais qu'il y a des centaines, des milliers, il y a des dizaines de milliers de hackers dans le monde entier qui sont là, qui sont extrêmement compétents et qui n'aiment pas être surveillés, qui n'aiment pas être cadenassés. Donc, je sais pas, un jour, on va peut-être nous inventer une technologie pour surveiller les gens et tu auras encore des gens pour nous inventer un cryptogramme, pas un cryptogramme, mais un truc de cryptage ou un truc de filtrage ou une technologie pour passer à travers ça. Donc, il y aura toujours une façon de faire. Il y aura toujours une antidote par rapport aux tentatives de cadenasser tout ça. Parce que, effectivement, à Internet, il y a des gens qui vendent de la drogue, qui vendent des armes, qui font des trucs pédophiles. Donc, il y a un côté sombre à Internet, mais en même temps, c'est un espace libre, en fait, et il faut que ça le reste. Parce qu'à partir du moment où tu mets une surveillance, qui surveille qui, et ça peut nous échapper et être vraiment liberticide. Donc, Ouais, ben ça, c'est carrément... Mais là, on pourrait tomber dans une autre discussion carrément, mais juste le AI, là, ça, c'est un autre truc moi, honnêtement, qui me fait peur, là. Je veux dire, on pourrait en parler longtemps, là, je sais pas si on a le temps, ça fait un bout qu'on parle, mais le AI, moi, j'ai une crainte pour ça, là. Le jour où ils vont activer le AI, qu'est-ce qui va arriver? C'est déjà le cas? Ben, c'est ça, à quelque part, oui, c'est ça, t'as raison. Je veux dire, l'infrastructure virtuelle est déjà en place, puis il y a déjà une espèce même sans ça, c'est qu'il y a déjà les AI, ce sont des algorithmes. En fait, ce sont des codes informatiques qui vont gérer une ville ou gérer nos vies. Et c'est déjà le cas. Ouais, c'est gestion du climat, de la température tu prends Facebook ou tu prends les réseaux sociaux qui analysent ton comportement, qui analysent tes amis pour voir qui tu es et qu'est-ce qu'on pourrait te suggérer. Les publicités en ligne qui vont analyser tes données démographiques, tes données de comportement, tout ça pour te proposer le meilleur, le produit qui te corresponde. Ouais. L'algorithme qui va définir le temps de passage d'un bus ou d'un métro pour que ça marche, soit optimisé. Enfin, on est entouré d'intelligence artificielle qui n'est peut-être pas forcément très évaluée, mais de plus en plus puissant dans le sens... c'est parce que ça n'a pas une conscience de soi-même, mais au moins ça a des applications qui gèrent automatiquement des réactions à certains mouvements ou des situations qui font que ça optimise des systèmes, puis ça réagit en fonction pour... Mais l'AI, c'est à la fois des méga-systèmes, c'est la publicité en ligne, c'est la gestion d'une ville, les transports en commun ou whatever, mais c'est aussi nos téléphones. Il y en a partout maintenant, l'intelligence artificielle. C'est une cafetière qui va démarrer au bon moment, c'est ta télévision, c'est ta domotique. C'est-à-dire qu'en fait, ta maison intelligente qui va se baser sur tes habitudes pour mettre la bonne température de chauffage, la lumière, qui va tout anticiper. Tamiser à l'heure qu'il faut, ouvrir les rideaux quand il faut. Et donc, ce sont des petites briques d'intelligence artificielle qui seront partout, qui ne seront peut-être pas forcément unifiées, mais qui vont communiquer les unes avec les autres. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est que c'est d'autant plus de failles. Donc, ça veut dire que les pirates pourront s'en servir. Donc, je trouve ça... on va vers un monde qui est assez bizarre. Je ne sais pas trop comment ça va tourner. Parce que tous ces algorithmes peuvent être faillibles. Donc, s'ils se trompent, qu'est-ce qui se passe? Si on les... Si ces algorithmes-là se rattachent à un algorithme principal qui, lui, est supposé d'être développé ou encodé pour avoir une conscience de soi-même, puis on demande à cet algorithme-là ou cette intelligence artificielle-là de grandir et de vouloir grandir et de s'optimiser soi-même. Quand tu dis « OK, fais, optimise-toi », je pèse Enter, là, le code est lancé, tu dois t'optimiser, tu dois maximiser ton efficacité, puis l'algorithme va s'auto-gérer, va changer ses senseurs optiques, changer ses récepteurs. Je ne sais pas si ça sera aussi raffiné que ça, la conscience de soi. Là, je tombe dans le scénario Terminator j'ai l'impression que c'est encore hors de notre portée, parce que c'est quand même assez fort. Mais on a maintenant effectivement des systèmes qui sont très, très puissants. Et encore à nouveau, ce qui est dans les laboratoires, c'est ce qui est... ce qu'on connaît actuellement, c'est ce qui était sorti du laboratoire il y a 5 ou 10 ans, mais ce qui est actuellement dans les laboratoires, surtout les laboratoires d'armement, ça, je pense, c'est incroyable.
Ben moi, ça m'inquiète. Le scénario Terminator des bombes nucléaires qui explosent un peu partout parce que le AI décide que l'être humain est une menace, ça, c'est un concept Hollywood. Ça peut arriver, on ne sait pas. Mais moi, c'est plus du côté environnemental. Admettons que le AI veut injecter des nanoparticules technologiques dans l'environnement pour sauvegarder l'être humain, pour le protéger contre peut-être les radiations Fukushima, ou qu'il y ait une espèce de situation semblable à ça. Je sais que c'est un peu farfelu, mon histoire, là, mais ça pourrait arriver où c'est que l'être humain, c'est juste la suite logique de l'être humain qui va aller polluer encore plus. Est-ce que vraiment l'AI va intervenir dans des décisions aussi importantes? Je sais pas. Hein. Est-ce que l'être humain est assez intelligent de l'empêcher, l'AI, de faire ça éventuellement? Pour moi, l'AI va surtout utiliser pour le quotidien, en fait, pour les tâches répétitives et un peu bêtes. Mais les vraies décisions comme ça, je l'espère. Je doute que ce soit entre les mains d'un algorithme. Surtout pour les humains, ce serait quand même extrêmement dévalorisant de dire que tu ne sers plus à rien. Donc il y aura toujours des décideurs, heureusement, qui auront la main sur le clavier et qui vont pouvoir décider qui prendre les vraies décisions. Ouais. Non, c'est vraiment... Je ramène toujours le négatif, là, mais... Ouais. Bon cop, bad cop. Ouais, bon cop, bad cop. Ouais, c'est un peu ça. Bon, donc, on peut arrêter ça là. Je pense que ça fait, on va dire officiellement combien de temps qu'on parle. Ben, ça fait 2 heures. Bon, un bon format. Un bon format, je pense qu'on a assez de contenu là, pour une première fois. Puis j'avoue que ma tasse est vide, donc... Ah ouais, je m'excuse, j'aurais dit... Non, mais c'est pas grave, c'est le bon... En fait, c'est le bon marqueur pour dire qu'une conversation est terminée. OK. Quand le verre est vide, on arrête l'enregistrement. Parfait, ouais. Donc, je pense que c'était épisode -1. Ouais, un bêta. Ouais, c'est un bêta un peu, mais c'est pas... Moi, j'ai vraiment apprécié la discussion. Je pense qu'on a eu... Ouais, il y a des bonnes choses. Hein. Ouais. C'est intéressant, un bâton rompu et on rebondit sur plein de choses. Ouais. C'est plus un essai marketing de rajouter un moins quelque chose au chiffre, mais je sais pas si c'était une bonne idée. Anyway. Bon. Merci beaucoup d'être là, Mathieu. Merci à toi. J'apprécie beaucoup.